Personne ne croit en ce règlement-là, sauf nos ingénieurs qui fabriquent la voiture. Et là, on pose la voiture par terre et c'est juste un missile. Et je dis à Lob et à Soleil, les gars, si on fait juste notre boulot, on gagne, c'est sûr. Qui m'avait contacté pour rentrer en Formule 1. On te met la carotte et on te dit, bon, il y a quand même une petite contrepartie. Il faut de toute façon à un moment payer. Bon, je me dis, pour la F1, on va se débrouiller, donc on paye. C'était 25 millions. Rendez-vous dans 3 semaines pour la signature définitive du contrat. Et Larry deviendra pilote de Formule 1. Et finalement, entre mon papa qui était là, je dis, bah non, je suis désolé, mais je suis reparti la boule au ventre. Mon père qui me dit, mais quand même, tu viens de refuser de faire de la F1, quoi. On entend parler de la mafia, etc. Enfin bref, on fait notre course. Et là, tout est saisi. Je ne reverrai jamais mon casque, ma combinaison, ma voiture qui m'avait été offerte par Reinhardt, et 150 000 €. Je range mon casque, ma combi, dans un placard et je me dis c'est terminé. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Dans la boîte à gants, c'est parti les gars. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire les invités que vous aimeriez que l'on reçoit sur le podcast. Que ce soit plutôt du Dakar, plutôt 24 heures du Mans, plutôt MotoGP, peu importe la thématique, auto ou moto. Et pensez à vous abonner à l'émission Dans la boîte à gants sur YouTube et à mettre un petit like, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Salut Eric. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants et merci de nous accueillir ici. C'est partagé, vous êtes chez moi, bienvenue. On a mis un petit peu de temps à faire un beau setup et là, je trouve qu'il y a vraiment un univers qui est assez cool parce que tu as cette lumière de garage, tu as ces voitures à l'histoire qui est presque familiale quoi, pour cette Gordini. Tu as vraiment l'esprit garage authentique, quoi. Alors, je veux pas te contrarier, mais c'est pas un garage, c'est un atelier, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Moi, c'est vraiment une passion. Je fais ça pour quelques clients triés sur le volet et je le fais avec beaucoup d'amour et je compte pas mes heures et c'est un atelier. Préparation, un atelier. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui n'auraient pas encore compris qui tu es? Parce qu'il y a des gens qui ont l'image, mais il y a aussi une version, tu sais, 100% audio, donc peut-être qu'ils n'ont pas encore tous les indices. Alors, Eric Larry, je suis né en 1966, il y a quelques années déjà. J'ai consacré toute ma vie à l'automobile. Toute ma famille aussi d'ailleurs est dans l'automobile, a été dans l'automobile. J'ai gagné les 24 heures du Mans en 1993. J'ai gagné pratiquement 80 victoires en tout et pour tout, en automobile uniquement. Et toute ma vie, c'est l'automobile. Bon, on va revenir un peu sur tout ça. Et justement, tu parlais de ta famille. L'automobile, en fait, c'est présent depuis presque ton arrière-grand-père. Oui, c'est dans les gènes des Larry. Mon arrière-grand-père était chauffeur du président de la République, René Coty. Mon grand-père était quant à lui pilote essayeur chez Citroën. Mon papa a couru en R12 Gordini, R8 Gordini. Il a fait du rallye, du karting, et puis après, c'est moi qui ai pris le relais. Et c'est quoi un peu tes premiers souvenirs enfants liés à la voiture? Ça commence avec quoi? Ça commence avec une voiture à pédales Ça a commencé avec la voiture qui est derrière nous. Je me rappelle encore, j'ai aidé mon papa à purger les freins non loin du Castellet. Donc je purgeais les freins de la R12 Gordini et c'est mes premiers vraiment souvenirs de course automobile. Et après, au moment où tu passes derrière le volant, comment ça se passe? T'es tout petit? Je suis pas grand, je suis toujours pas très grand d'ailleurs, mais c'était en karting en cadet, donc je devais avoir 16 ans, c'était mes premières courses. Et les premiers week-ends au karting, c'était vraiment le bonheur total. C'était pas forcément pour gagner, c'était pour s'amuser. Tous les week-ends, on se retrouvait entre copains. Il y en a un paquet d'ailleurs qui sont devenus célèbres. C'était déjà les Aiello, on était très copains déjà à l'époque. Il y avait Lagorce, il y avait Bouchu, il y avait... voilà, c'était toute une bande de copains. On se retrouvait tous les week-ends sur tous les circuits de France et de Navarre. Et franchement, on s'est bien amusé. À ce moment-là, est-ce que tu dirais que tu étais passionné d'automobile et est-ce que tu l'es finalement? Est-ce que c'est plutôt le sport auto?
Alors, je sais pas. En tout cas, c'est le sport automobile qui m'a permis de gagner de nombreuses choses. Et c'est ce qui m'a plu dans le sport automobile. Passionné de voitures, je vais pas dire non parce qu'il y en a beaucoup autour de moi, mais je suis pas un fan absolu des voitures. Je les trouve jolies, mais bon, sans plus. Mais ça a été un moyen de m'imposer, finalement, et de gagner dans la vie. Ça a été de conduire des voitures parce que je pense que j'étais un peu doué pour ça. Et c'est pour ça que j'ai fait de la voiture. Voilà, ma vie a été consacrée à l'automobile. Donc ton père avait fait un peu de compétition en Gordini, avec plus ou moins cette voiture-là. C'est pas exactement celle-là, mais elle ressemblait à celle-là en tout cas. Elle ressemblait franchement 100%. C'était la même décoration, tout pareil. Et oui, papa a couru en R12, en R8 avant. Et puis après, il a fait du karting. Et c'est là où il m'a passé finalement le relais. Et donc toi, tu commences en karting. Et tout de suite, les performances sont là, même si tu fais ça pour t'amuser, comme tu le disais. Tout de suite, ça marche ? Oui, tout de suite, ça marche. Après, mon papa, il a passé beaucoup de temps à préparer mes kartings. Donc j'avais des bons kartings. Mais tout de suite, ça fonctionne. Première course, c'était 1975-76 peut-être. Je fais une amicale à Versailles et je termine deuxième. Première course. Donc génial. Et donc, je pense que j'avais quelques prédispositions pour ça. Et puis surtout, dans notre famille, on parlait beaucoup de courses automobiles. Mon papa conduisait, donc je regardais. Et donc, voilà, c'était le moule. On était dans un moule de sport automobile. Donc 76, tu avais une dizaine d'années. Et déjà, les fesses dans une voiture de course, même si c'est un karting. Mais déjà, ce goût finalement de la trajectoire, ce goût d'aller faire tomber le chrono. Alors c'était un peu inné, parce que sincèrement, la première fois où je monte dans un karting, j'ai zéro expérience. Et tout de suite, je sens les choses. Je vois comment il faut faire. Et à côté de nous, il y a une Twingo, ma fille, qui n'a jamais couru, a fait ses premiers tours de roue la semaine dernière. Je peux vous assurer qu'elle sait ce qu'il faut faire aussi. Donc on a quelque chose dans la famille quand même qui nous prédispose peut-être à savoir piloter une voiture. Par contre, en dessin, on est vraiment mauvais. Et après les kartings, comment ça se passe ? Parce que tu y prends goût forcément. Tu te fais, comme tu disais, une bande de potes. Enfin, t'as envie de les retrouver aussi. Tu passes à la voiture derrière ? Alors le karting, ça a été une longue période quand même. Ça a duré peut-être une petite dizaine d'années. Ouais. Mais le vrai déclic pour moi et la vraie envie et la vraie motivation ultime, c'était juste quand je suis passé à la voiture. Le karting, c'était pas pour faire plaisir à mes parents, mais presque. J'étais vraiment soutenu. Papa, il faisait toute la mécanique. C'est lui qui faisait les déplacements. Moi, finalement, je conduisais mon kart, mais surtout, je passais beaucoup de temps avec mes copains. Enfin bon, voilà, c'était différent. Là où j'ai vraiment pensé à faire un métier, c'était l'automobile. La préparation du volant, c'était quelque chose pour moi, il fallait que ça passe ou que ça casse. Donc là, t'as fait quel volant C'était le volant Elcron-Montlhéry en région parisienne. Ok. Et c'était de la Formule Ford, donc une toute petite voiture avec des petits trous, pas d'aileron. Mais là, motivation vraiment à 100%. C'était un déclic pour moi, je sais pas pourquoi. Le karting, c'était sympa, mais c'était pas mon truc. Et à ce moment-là, tu me dis si je dis des bêtises, mais pour faire la Formule Ford, il fallait avoir le permis déjà, non ? Oui, à l'époque, il fallait 18 ans. Ouais. C'est ça. Donc en gros, tu fais du kart jusqu'à tes 16 ans, on va dire. Là, t'as le déclic et tu te dis, il faut que je passe à la voiture. C'est venu, on va dire, naturellement, parce que j'ai quand même eu 2 titres de champion de France en karting. Donc, je me disais, bon, t'es quand même assez doué pour ça. Et puis, après le karting, de toute façon, il y avait la voiture. Et puis, à l'époque, en plus, on pouvait encore viser la Formule 1. Aujourd'hui, la Formule 1, c'est quand même pas inaccessible, mais presque. Nous, les pilotes qui avaient en F1, ils étaient tous issus du karting, ils avaient des filières, il y avait des volants, il y avait des moyens d'accéder. Donc, c'était possible. Donc, tu fais ce fameux volant. Il doit y avoir quoi, j'imagine, peut-être 200 participants. J'imagine, oui, 200 participants avec à chaque fois des sélections. Et puis, à chaque fois, je suis sélectionné, je monte jusqu'à la finale. Et la finale, on est, je crois, 4 ou 5 à Montlhéry. Une piste séchante, donc le truc où quand t'as pas d'expérience, tu t'es un peu sur le qui-vive. Et puis je gagne la finale. Mais je peux vous assurer que ce jour-là, c'était 100%. Vraiment, j'ai rien lâché, j'étais super motivé. Et je pense que ça sera à refaire. J'irai pas plus vite aujourd'hui, malgré toute l'expérience que j'ai acquise. Je pense que j'ai vraiment bien piloté ce jour-là parce que il fallait être bon ce jour-là. Il y avait d'autres pilotes qui roulaient très très bien. Et il y en a qu'un qui gagnait tout. Donc un volant, c'est quoi ? C'est que tu remportes une sélection
et on te fournit un camion, une voiture, un mécanicien et un budget. Donc, tu t'es parti en sport automobile et on t'a tout apporté, t'as aucun budget à amener. Donc, c'est quand même quelque chose... je pense que si j'avais pas gagné le volant, j'aurais jamais fait de voiture. Ouais, ça t'a apporté un confort qui t'a sorti de ce côté. Bah, tout simplement, t'avais pas une famille fortunée, tu roulais pas sur l'or, donc de toute façon, t'aurais peut-être pas pu aller aussi loin dans le sport auto. Non, puis c'est commencé avec les bons outils. Encore une fois, j'avais une bonne voiture, un bon mécanicien, un bon moteur. Tu peux pas faire de la course automobile avec du mauvais matériel. Donc là, il y avait tout dans l'ordre. Et comment ça se passe les premières courses du coup en Formule Ford? Première course en Formule Ford, pole position. Donc C'est insolent. c'était génial. Je me rappelle encore, à l'époque, on n'avait pas les portables. Hein. Bon, les images étaient déjà en couleur, mais à peine. On n'avait pas de portable. Et je me rappelle que le samedi soir, j'appelle à la maison, j'appelle maman qui n'avait pas pu venir. Je dis, maman, le 10e c'est un tel, le 9e c'est un tel, le 8e c'est un tel, le 3e c'est un tel, le second c'est lui, et le mec en pôle c'est moi. Je lui ai annoncé comme ça. C'était tellement surréaliste que voilà, j'y croyais pas, c'était merveilleux. Et donc tu fais cette pole, j'imagine que tu gagnes pas quand même la première année parce que je gagne pas, c'était à Albi. Ouais. Et Albi, il y avait beaucoup de phénomènes d'aspiration et les vieux briscards évidemment, ils m'ont doublé quand il fallait. Mais bon, je termine 4, donc c'était quand même pas mal. T'avais quoi? T'avais 18 ans, t'étais tout jeune. J'étais tout jeune. Je termine 4e à l'issue de cette première saison, devant mon coéquipier, et évidemment l'école de pilotage de Montlhéry, avec Jean Messaoudi à l'époque, qui était le patron, m'a dit, écoute, faut continuer, faut vraiment continuer, et il faut amener un petit budget. Petit budget, je sais plus, à l'époque, c'était 15 000 francs peut-être. Donc, à l'époque, mes parents, ils avaient un café, et un monsieur qui venait boire ces cafés régulièrement, c'était monsieur JVC. Et donc, je fais un petit dossier comme on faisait à l'époque à la machine à écrire, là, avec quelques photos collées, etc. Et je vais le voir, je dis, voilà, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider, me donner un coup de main? Et c'est comme ça que JVC finalement m'a aidé et m'aidera toute ma carrière. Et c'était incroyable que ce monsieur finalement était un client régulier du café de mes parents. Et en plus, Montlhéry, tu me dis si je dis des bêtises, mais je crois que c'était aussi la piste sur laquelle ton grand-père, qui était pilote essayeur, roulait, c'est ça? Exactement, il roulait avec des DS sur la piste de Montlhéry. Donc c'était le petit clin d'œil. Tu y as pensé quand tu... Ah, j'y ai pensé, et puis surtout que il y avait la tour de Montlhéry, je sais pas si tu connais, et mon grand-père, pardon, a passé des mois dans cette tour pendant qu'il faisait les essais, etc. Ah oui, j'y ai pensé. Et d'ailleurs, il y a des gens qui connaissaient mon grand-père et qui m'ont connu après. Il était encore là quand tu es... Oui. Ah, donc il a vécu ça? Ah, il a vécu ça, oui. Ah, c'est génial. C'est génial. Donc là, tu as des budgets qui te suivent. Tu renquilles sur une nouvelle saison en Formule... Saison de Formule Ford, deuxième saison de Formule Ford. Donc, c'est toujours pareil. Hein, tu as une saison pour apprendre, une saison pour gagner. Et je me retrouve, première année, avec mon grand copain de toujours, Christophe Bouchu, qui lui vient de gagner le volant écran Montlhéry aussi. Donc moi, j'ai gagné en 85 ou 86, je sais plus. Lui gagne la saison d'après. Et donc, pour ma deuxième saison en Formule Ford, je me retrouve avec Christophe. Et là, évidemment, on est les pires ennemis du monde. Sauf que grâce à ça, on écrase tout le championnat. On gagne toutes les courses. Soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, moi, c'est ma deuxième saison, donc je suis champion. Lui, termine deuxième du championnat, il me semble. Mais voilà, ça a été la première rencontre avec notre ami Bouchu. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, parce que là, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as vécu la chose sans te dire je serai pilote pro, tu vivais ça un peu de manière instinctive. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, là, ok, je veux une carrière maintenant? Alors, quand je faisais du karting, mon souhait le plus profond, c'était de faire au moins une course de voiture. Okay. Ça me semblait presque inaccessible, mais c'était ça. Et là, en Formule Ford, j'ai déjà fait une quinzaine de courses en 2 ans. Et surtout, ça marche, quoi. J'ai fait plein de pôles, j'ai gagné pas mal de courses. Donc, oui, on y est. Et là, Hugues de Chonac me contacte. Donc, le patron d'Oreca. Patron d'Oreca, qui fait rouler les voitures pour Marlboro, etc., qui est champion depuis toujours en Formule 3. Je veux dire, il a sorti tous les grands pilotes français. Donc, je suis contacté par Hugues pour intégrer Oreca. Et effectivement, grâce à JVC notamment, je rentre chez Oreca... je deviens pilote Marlboro, mais avec un tout petit Marlboro. Mais bon, je suis quand même chez Marlboro. À l'époque, c'était quand même un signe de reconnaissance. Et première course à Nogaro. Et là, il fait la pole position. Et là, c'était jamais arrivé, je crois. Il n'y a que Ayrton Senna qui avait fait la même chose en Angleterre.
Belle comparaison quand même. Donc, quand les journalistes viennent me dire ça, je me dis, ah ouais, quand même, ça c'est cool. Et donc, ça a commencé comme ça. Marlboro, qui avait un tout petit Marlboro, me demande d'en mettre un beaucoup plus grand. Je trouve d'autres sponsors. Donc, Et là, budget, évidemment. j'ai plus de budget, sauf que mon budget, il était déjà complet avant le début de saison. Donc, je me retrouve avec de l'argent pour moi. Problème de riche, quoi. Oh non, t'inquiète, on a réussi à le dépenser, hein, mais j'étais pro en Formule 3. C'est très rare en début de carrière comme ça de justement avoir un excédent de budget. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Quand tu vois les sommes nécessaires, déjà à l'époque c'était beaucoup, mais on avait des aides, on avait des sponsors. Il y avait des pétroliers qui aidaient. Moi j'étais BP, il y avait Marlboro, il y avait Camel. Enfin, on avait tous des sponsors qui regardaient les courses, et qui aidaient les jeunes talents. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Mais bref, première saison de Formule 3, j'ai gagné de l'argent. Et des courses, et des pôles. Et donc, ça m'emmène tout naturellement à recommencer la F3 pour être champion. Et là, j'ai fait un choix, je pense qu'il n'était pas judicieux, mais bon, dans ma tête, Hugues de Chonac me propose de venir à la voiture full Marlboro pour gagner le titre. Et à l'époque, il y a 2 personnes qui me contactent, qui sont des anciens employés de chez Larousse Calmels, qui montent Formula Project. Donc Formula Project, ces 2 gars-là me contactent et me disent, Eric, on a Camel comme sponsor, etc., on veut faire une équipe de F3, on va tout gagner, etc. Et je me dis, c'est quand même génial si j'arrive à être le premier champion de France Formule 3, non Oreca. Et je pars chez Formula Project, et on devient champion de France, mais quelque part, je refuse la voiture full Marlboro, et aujourd'hui, je pense que j'aurais pas fait ce choix-là. Comment tu l'expliques alors à ce moment-là que d'avoir fait ce choix que tu dis peut-être un peu bête maintenant? Peut-être un choix de petit con, quoi. Tu veux dire qu'à ce moment-là, tu te crois un peu puissant et... Oui, sincèrement, je crois en moi, comme il faut croire en soi pour faire de la course, mais je me dis, je veux faire un truc qui n'a jamais été fait. Et c'est vrai que l'histoire, quoi, un peu. Peut-être marquer l'histoire, mais c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai que la principale motivation, c'était être champion, mais hors Oreca. J'ai pas la liste des pilotes qui avaient été champions de France avant moi, mais tous sortaient de chez Oreca. Ouais, tu voulais être différent, quoi. Et je voulais être différent, voilà. Je pense que c'était pas judicieux. Mais bon, tu gagnes quand même. Oui, aussi. on gagne quand même. Comment ça se passe après? Alors là, ça se passe bien. Je fais un test en Formule 3000 où je fais le meilleur temps. L'écurie, c'était First Racing. Donc je fais le meilleur temps au Castellet alors que j'avais jamais roulé en 3000. Il faut dire que j'avais pas énormément de budget. Il fallait vraiment que je prouve que j'étais rapide. Et donc on signe avec First Racing. Ça se passe pas mal. Je fais un podium à Pau alors que c'est ma 2e course, il me semble. Et puis j'arrive en Sicile. Et puis j'arrive en Sicile, à Enna. Et là, je voyais bien que tout le monde me regardait un peu bizarrement. En fait, il n'y avait pas mon écurie. La voiture, tout ça, il n'y avait rien. Bon, première vue, il y avait des soucis. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas toutes les news sur Internet, etc. Donc bon, je rentre chez moi. Mes managers de l'époque, l'UP et Pékin, me disent « T'inquiète, on va s'arranger ». Finalement, on va au Mugello. Il y a le camion qui est là-bas, mais bon, on voit bien que c'est pas normal. Il y a quand même des gars qui sont armés, qui sont non loin du camion. On entend parler de la mafia, etc. Enfin bref, on fait notre course. Et là, tout est saisi. Je ne reverrai jamais mon casque, ma combinaison, ma voiture qui m'avait été offerte par Reinhardt, mon budget, etc. Tout ça s'envole. À l'époque, il y avait un pilote qui s'appelait Bonanno. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est à l'ombre ou pas, mais en tout cas, il a marqué l'histoire de pas mal de méfaits, il me semble. Et donc, il a fait saisir l'écurie. Donc, voilà, ma saison de Formule 3000 s'arrête là. Mes espoirs aussi, je range tout, une première fois. Je range mon casque, ma combi, dans un placard et je me dis, c'est terminé. Je pars, à l'époque, je venais de me marier avec ma première femme. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, quand tu fais ce passage justement de la F3 vers la 3000, t'as aussi mis de l'argent, toi, personnellement. C'est-à-dire que t'as mis un prêt. Oui, j'ai fait un prêt. Donc, en fait, t'es en stress aussi par rapport à ça. Ah oui, à l'époque, c'était 1 million de francs, donc 150 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et puis on parle de... T'as 23 ans? J'ai 23 ans, ouais, j'ai 23 ans, donc l'écurie disparaît avec, effectivement, j'avais oublié, ma voiture, mes moteurs, ma combinaison, mon casque, et 150 000 euros. Donc autant te dire que c'est pas une bonne période, surtout que le banquier qui m'a prêté cet argent sur ma bonne foi
m'appelle régulièrement tous les matins en me disant « Monsieur Larry, vous allez rembourser, Monsieur Larry, vous allez rembourser ». Bon, je suis l'autruche et je venais de me marier, donc je pars en voyage organisé. Et l'UP Pékin, mes managers de l'époque, m'appellent en me disant « Eric, on a trouvé un deal avec Cobra Motorsport. Colin Bennett, un merveilleux anglais que j'adore. Et tu vas remplacer Alain Menu, qui n'a pas le budget, et donc faut que tu arrives vite à Brands Hatch. » Donc je pars avec ma femme, on arrive à Brands. Donc tout jeune marié. Tout jeune marié, j'arrive à Brands Hatch et je fais la course. Et puis j'avais pas roulé depuis longtemps. Tu récupères une voiture que tu connais pas, t'as pas roulé depuis longtemps, t'es un peu rouillé. Brands Hatch, pardon, je connaissais pas le circuit, c'est quand même un truc super chaud. Donc bref, ça marche pas génial, mais bon, je finis ma course. Et là, on me dit clairement, Eric, la prochaine c'est Spa. Faut vraiment montrer que t'es bon parce que sinon ça va s'arrêter, quoi. Plus de budget, on a changé d'écurie, le banquier qui me court toujours après. T'es comment à ce moment-là? Toi, t'es ultra stressé ou t'arrives à faire la part des choses et à te dire quand t'es dans la voiture, à écarter tous ces problèmes-là Non, t'arrives à écarter, heureusement. Après, une Formule 3000, c'est quand même un truc qui va vite. Ouais. Et je pense que ça t'aide à oublier. Donc, je me retrouve à Spa. Et contre toute attente, parce que, encore une fois, c'était pas une écurie haut de gamme, etc. C'était des très bons, mais on n'avait pas du tout le budget des autres. Et là, jusqu'à un quart d'heure de la fin de la séance de qualif, je suis en pôle. Je m'arrête pour mettre mon dernier train de pneus. Et là, plus d'air dans la bouteille, donc la voiture redémarre pas. Donc la pôle me file sous le nez, mais bon, je pars quand même pas mal, je dois partir 4 ou 5. Donc on était déjà vraiment contents, rassurés. Et puis en course, je me bagarre toute la course avec Laurent Aiello. Et je me rappelle plus, mais je crois que je termine 4 et lui 3, mais je finis au pied du podium. Donc on a quand même réussi à montrer qu'à Spa qu'on était pas mal. Et puis après, il reste juste Nogaro. Nogaro, je finis aussi 5e, quoi. Bon... pas mal, mais encore une fois, avec les moyens qu'on avait, c'était plus que pas mal. Surtout qu'il faut dire que toute cette évolution donc, vient un peu de cette équipe, la First Racing, enfin l'échec de cette équipe, qui n'est pas du tout de ta faute, parce qu'à la base, tu avais possibilité aussi de rentrer dans la filière Elf, mais c'est à ce moment-là que Franck Lagorce avait plus ou moins mis son droit de veto en mode... Ah oui. Oui, c'est vrai, en fait... C'est-à-dire qu'il y avait une concurrence de fou à cette époque. Hein. Il y avait une concurrence de fou, clairement. Déjà, pour rentrer à l'époque chez Marlboro, chez Elf, ou chez... voilà, mais c'est vrai que pour rentrer chez Elf, c'était super chaud. Et mon meilleur pote de l'époque, c'était Lagorce. Et j'ai l'opportunité, finalement, de me retrouver coéquipier avec lui chez Appomattox. Attends, chez Appomattox ? Oui, chez Appomattox. Et donc, je dis à Franck, je l'appelle sur son répondeur, je dis « Franck, c'est génial, on va être coéquipier, etc. » Puis bon, pas de réponse. Et puis finalement, j'apprends qu'il refuse tout simplement que je sois son coéquipier. Donc, autant dire qu'on ait pu rester très très copains. Vous en avez parlé de ça après ou pas ? Ouais, il y a eu d'autres épisodes après, mais c'est toujours pas passé, non. Ouais, je comprends. Comment ça a évolué après ? Donc là, tu te retrouves, on va dire, avec du mieux, c'est-à-dire niveau résultat, tu arrives à délivrer. T'as toujours cette ardoise sur la tête. Oui. Il y a eu des avancées là-dessus. Comment ça se passe par rapport à ce règlement, en fait ? En fait, le procès était en Suisse. Ouais. Donc j'ai été, avec mon avocat, plaider en Suisse, qui coûte une tonne, évidemment, parce qu'en Suisse, il faut savoir que tu payes ton avocat en fonction du prix du litige. Okay. Donc, quand tu as un gros litige, tu payes cher ton avocat. Okay. Bref, donc, ça me coûte beaucoup d'argent. Et cet avocat était quand même très bon parce qu'il a réussi à faire en sorte que ça devienne tellement compliqué que finalement, c'est plus plaidable. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde dit, bon allez, laisse tomber. Voilà. Donc, j'ai jamais payé ces 150 000. En revanche, c'est moi qui ai supporté tous les frais d'avocat. Et tout ça grâce aux courses. Parce que donc là, on arrive juste après. Là, je signe chez Peugeot en speeder. Ouais, mais avant ça, parce que moi, j'essaie de comprendre un peu toute cette période-là. Là, forcément, avec le recul, tu déroules ça de manière facile, mais je sais qu'il y avait des périodes beaucoup plus compliquées. Ah Je pense qu'entre cette période-là et le période de Peugeot, enfin, début de Peugeot... Ah oui, j'ai galéré. T'as dû galérer. Ah oui, j'ai galéré parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, jeune marié, faut payer tout, hein, comme tout le monde, le loyer, les courses, etc. Les déplacements, parce que la 3000, tu vas dans l'Europe, etc. Et à cette époque-là, j'ai rencontré un gars extraordinaire qui s'appelle Victor Span, qui est un peintre, et qui m'a pris en sympathie et qui m'a dit « Écoute Eric, je vais t'aider.
et il m'a donné des lithographies et je vendais ces lithographies. Et j'ai financé mon année finalement grâce à lui. Je le remercie encore parce que franchement, c'était un beau pari. Donc on avait un deal, je vendais ces lithos à tel prix et je reversais un petit peu et le reste c'était pour moi. Parce que tu sais, je trouve ça intéressant de déconstruire les parcours aussi, parce que souvent les gens vont voir le résultat final, de dire telle personne, tel champion, ah oui c'est incroyable, mais bon ça devait être facile, et ils ont du mal à comprendre, tu sais, qu'il y a tout un avant en fait. Un succès ça se construit, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont une vie facile, parce que rien que la vie est compliquée. Une carrière, ça l'est encore plus, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent la même chose. Et forcément, on a tous eu des moments formidables, mais des moments aussi très difficiles. Mmh. Donc là, tu arrives à surmonter ces années, on va dire, un peu de vache maigre. Avec, tu arrives à continuer à rouler un petit peu, mais évidemment, t'es pas au devant de la scène. Comment ça se passe le déclic, justement, de finalement la première opportunité qui va t'amener, on y reviendra sur évidemment les vainqueurs du Mans. En fait, c'est un constat. Le constat, c'est de se dire, j'ai fait 1 an de Formule 3000, mais j'ai galéré. Franchement, les vaches maigres, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Et Peugeot me propose de rentrer en speeder, et à l'époque, il y a des grosses primes d'arrivée en speeder. En plus, Peugeot finance ma voiture, et donc je fais le tour de mes petits partenaires. Il y avait New Look à l'époque, JVC, et je leur dis, on va faire une voiture chez Peugeot, est-ce que vous m'aidez ? Et ils me disent, bah ok, on part. Donc je me retrouve avec mes petits sponsors, mais qui sont pour moi, et en plus, des primes d'arrivée qui vont tomber si je performe. Et ça, c'était juste après que tu as eu la proposition pour le team Larousse Junior, où en fait on avait demandé de remettre de l'argent. J'avais oublié ça. Ouais, j'avais oublié. Hein. Il me semble que c'est juste avant, parce qu'effectivement, je suis contacté par... c'était pas Larousse, hein, c'est pas Gérard. Ouais. Gérard, bonjour, je t'adore, c'est pas toi. Mais bon, il y avait des gens dans le système qui voulaient monter un Larousse Junior et qui m'avaient contacté pour rentrer en Formule 1. Donc c'était juste à nouveau une belle On te met la belle carotte au bout du... Ouais. On te met la carotte, on te dit, bon, il y a quand même une petite contrepartie, il faut payer, je sais plus combien c'était, mais avec mon papa, on va aux réunions, l'avocat, il faut de toute façon à un moment payer. Bon, je me dis, pour la F1, tu payes un peu, mais de toute façon, après, je vais récupérer avec, encore une fois, JVC, mes sponsors, etc. On va se débrouiller. Donc, on paye, à l'époque, c'était 25 millions, donc en euros, ça fait... Toi qui calcules bien, tu dis... Ah ouais, non, là, je vais pas la voir, là. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, quand même. On donne le chèque, et puis rendez-vous dans 3 semaines pour la signature définitive du contrat, où Eric Hellary deviendra pilote de Formule 1, avec à nouveau son meilleur copain, Christophe Bouchu. Puisque Christophe était aussi issu de l'école Elcron-Montlhéry, et ces gens-là, c'était Elcron-Montlhéry. Bref. Donc, bon, le chèque est débité immédiatement, évidemment. Mais bon, j'avais un peu de sous, donc c'est pas grave. Et puis donc, effectivement, le rendez-vous intervient, le grand rendez-vous pour devenir pilote de F1, où il faut refaire le même chèque. Et mon banquier me dit, parce que lui, il commence à bien me connaître, le banquier, il m'a dit, écoute, Eric, quand même faire attention à qui tu le donnes, et il faut savoir que là, tu vas devoir rembourser. Et finalement, contre tout le monde, contre mon avocat, contre mon papa qui était là, je dis, bah non, je le sens pas. Je suis désolé, mais je suis reparti la boule au ventre. Mon père qui me dit, mais quand même, tu viens de refuser de faire de la F1, quoi. Et on n'a pas donné le chèque. 3 semaines après, il déposait le bilan. Donc, en fait, j'ai été sauvé ce coup-là par la première fois en Formule 3000 où j'ai signé une garantie bancaire à première demande, qui est une erreur à ne jamais faire. Mais est-ce que je me mets à ta place, là tu te retrouves avec deuxième fois la même histoire, effectivement tu t'en sors parce que t'as eu ce bon réflexe finalement. J'ai quand même perdu 25 millions. 25 millions ? Oui, à l'époque, oui. Ah, 2 francs. C'est vrai que c'est énorme, oui t'as quand même perdu, oui. Mais est-ce que, enfin je me mets à ta place, même si t'es ultra motivé, tu te dis pas là c'est bon j'arrête, je range la combinaison, je range le casque, fin de l'histoire. Oui, j'ai tout rangé une nouvelle fois, c'était la 2e fois, j'ai tout rangé, oui. Et puis encore une fois, c'est Jean-Pierre Nicolas qui est venu me chercher pour ce speeder. Jean-Pierre qui m'appelle et qui me dit, Eric, voilà, on fait du speeder, on lance une nouvelle formule, ça sera la petite 905 qui fait les 24 heures du Mans, et on lance un championnat de France, un championnat d'Europe, et ça serait bien pour nous d'avoir des pilotes. Et donc je décide, comme on a dit tout à l'heure, de faire de la Peugeot 905, et c'est vrai que j'étais encore une fois vraiment prête à tout arrêter. Donc ça c'est en 91 que je commence ce championnat, t'as 25 ans, hein.
On a l'impression que t'es vieux parce qu'il s'est passé plein de choses, mais en fait, Oui. t'es encore super Je jeune. crois qu'on sait pas tout encore, mais oui. Ouais, t'es encore super jeune. Et comment ça se passe, ce championnat? Génial. Franchement, encore une fois, comme en Formule Ford avec Christophe Bouchu, on se déteste à un tel point qu'en fait, on écrase tout. On gagne toutes les courses, sauf une, je crois. Je sais plus si on s'accroche ou si c'est Alain Ferté qui a dû gagner la seule course de l'année qu'on gagne pas, parce que je crois qu'il est arrivé au Mans avec une voiture un peu spéciale, ou je sais plus. Bref, ou à Monza, peut-être que c'est à Monza. Mais on écrase tout avec Christophe. Et on écrase tout, mais en plus d'écraser tout, on gagne toutes les primes d'arrivée. Donc là c'est cool, là, parce que je gagne des courses et je gagne ma vie. Ouais, donc là, tu te sens vraiment professionnel avec une stabilité. Mais Avec... je le suis. Ouais. Je le suis, parce qu'en plus, devant, il y a quand même la 905. Alors, on en est loin, parce que bon, c'est quand même la formule de promotion de chez Peugeot. Mais elle est là. On la voit, on va chez Peugeot, on voit un peu les pilotes. Donc c'est comme ça que vous devenez champion d'Europe, justement, avec Christophe Bouchu. Je crois que c'est l'année suivante. Donc t'as 26 ans, quelque chose comme ça. Alors, première année, je suis avec Christophe. Moi, je suis champion d'Europe, lui est champion de France. Ok. L'année suivante, je me retrouve avec Stéphane Ortelli comme coéquipier. Et Stéphane, c'était sa première année de course automobile à haut niveau. Et au début de l'année, franchement, il n'était pas terrible. Hein. Mais il s'est vite réveillé. Et ça s'est avéré être un redoutable adversaire. On a fini la saison, c'était à couteau tiré. Et je suis à nouveau champion de France. Et Stéphane, il va gagner le Mans aussi. Hein. Donc c'était pas rien. J'ai eu des bons coéquipiers quand même, c'était cool. Ouais, mais j'ai envie de dire, le plus attire le plus. Donc il dirait sûrement la même chose de toi. Ah oui, on s'est bien bagarré, mais toujours en respect. Tu vois, autant avec Christophe Bouchu, c'était toujours la guerre, quoi. Avec Stéphane, non. Comment se fait la transition entre justement cette fameuse speeder et la 905? Parce que je me mets à ta place. La 905, t'y penses évidemment, mais tu te dis encore que c'est inatteignable. C'est inatteignable. Une 905 à Magny-Cours, ça roulait dans les mêmes temps qu'une Formule 1, que la Formule 1 c'était la Benetton de Schumacher. Donc si tu veux, quand tu roules dans un speeder, c'est comme aujourd'hui, tu roules dans une 206 et tu vois une voiture de GT Sport Proto des 24 heures du Mans. C'est pas du tout le même niveau. Mais Jean-Pierre Nicolas a su convaincre Jean Todt. Qui est patron de Peugeot Sport à l'époque. Jean Todt, qui est le patron de Peugeot Sport. Je pense qu'il y a été plusieurs fois, hein, parce que connaissant Jean Todt, c'est quand même quelqu'un qui écoute pas forcément tout de suite ce qu'on lui dit. Et Jean-Pierre Nicolas, il dit « Tu te rends compte, il y a les jeunes là, ils gagnent tout, Jean, ça serait bien pour nos formules de promotion, etc. » Bon, un jour, j'ai un appel de Jean Todt. Encore une fois, il n'y avait pas de portable. Hein. J'étais chez mes parents au café. Tu l'avais déjà eu au téléphone? Jamais. Jamais. Et Jean Todt, c'est une superstar. C'est pas... Moi, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Hein. Et voilà, est-ce que vous êtes libre pour le week-end de Magny-Cours pour monter dans la 905? T'imagines, quand on te dit ça, t'es... Comment, tu te souviens où t'étais et comment tu te sentais à ce moment-là? Non, pas ce coup-là. Je me souviens où j'étais quand il m'a appelé pour les 24 heures du Mans. Mais pour la Peugeot, pour Magny-Cours, pardon, non, je me rappelle pas. Mais donc, on se retrouve à Magny-Cours avec Christophe. On était coéquipiers, encore une fois. Et Jean Todt, les ingénieurs me disent « Bon, bah toi, Eric, tu feras les qualifs. » Je pars en pneu de qualif dans une voiture de Formule 1, clairement. Hein. Pneu de qualif, frein de qualif, moteur de qualif, embrayage de qualif. Enfin, une voiture, c'est une Formule 1, vraiment. Avec pratiquement zéro expérience. On n'avait pratiquement pas roulé. Et là, je fais le même temps que Yannick Delmas. Tu sais, t'es béni des dieux. En fait, tu fais ton tour, t'as l'impression qu'on te regarde de là-haut. Tout se passe juste parfaitement. Tu passes devant la cellule, tu vois le chrono, tu fais « Waouh, c'est pas possible ». Attends, je me mets à leur place. Est-ce qu'ils n'ont pas halluciné de se dire, le gars, il arrive, il tape le même temps que Dalmas. Alors, c'est en test, hein, c'est des tests à Magny-Cours en 82. Non, c'est la séance qualif de la course. Oui, mais je veux dire, à ce moment-là, c'est presque il le voit comme un test pour Ah, bah clairement. Ben, moi aussi, je le sais, hein, parce que je sais que je joue ma place, peut-être pour le Mans, peut-être pour ma carrière. Et puis, encore une fois, tu as une opportunité de monter, comme aujourd'hui, on te propose la Red Bull, tu montes dedans, tu te donnes juste le meilleur du meilleur du meilleur. Là, c'était pareil. Et en plus, ça a fonctionné, parce que peut-être que je fais 2 tours après, j'y arrive jamais à refaire ce chrono-là. Mais j'ai toujours eu cette chance de pouvoir être le meilleur au bon moment. Ça, c'est une chance. Je suis pas sûr que ce soit une chance. C'est que tu es capable de te mobiliser au bon moment, quoi. Oui, mais tu vois, je connais très bien plusieurs personnes qui, le jour où il faut être bon, Panique. ils paniquent et ils perdent leurs moyens.
Moi, le jour où il faut être bon, je suis meilleur. Le jour du volant, faut être au top. C'est même pas le jour, c'est le tour. Parce qu'un volant, c'est un tour. Le tour qualif de Formule Ford, je le fais tout de suite. Le tour de F3, je le fais tout de suite. Le tour de 3000, je le fais tout de suite. En fait, j'ai la chance d'être au top quand il faut. Tu te souviens un peu de la réaction au sein de l'équipe quand ils te voient taper ce temps? Ils arrivent à cacher leur surprise, peut-être? À l'époque, mon ingénieur, c'était Paolo Catone, qui est un super ingénieur, qui est venu au Mans après avec moi, qui a été dans plusieurs écuries de Formule 1. Enfin bon, c'est un gars qui a un vécu incroyable. Et Paolo, il me fait à la radio, stop, Enrico. Je sais plus ce qu'il me dit. On a frôlé là la catastrophe ou je sais pas quoi. Rentre au stand tout de suite. Et donc je suis rentré et là, tout le monde était un peu figé. Et moi, j'étais vraiment super heureux. Oui, tu savais que tu avais fait un truc. Oui, non, mais quand j'ai vu le chrono s'afficher au tableau de bord, je savais que c'était juste hallucinant. Parce que, je sais pas si tu connais Magny-Cours, mais la 905 en pneu de qualif, le premier gauche c'était à fond, et ensuite le droite, tu levais juste un petit peu en entrée et tu accélérais à fond jusqu'au bout. Au bout, tu freinais à 70 mètres en arrivant à 280. C'était juste incroyable. Puis tu devais prendre un kiff incroyable d'être au volant d'une telle caisse, parce que c'est la caisse la plus aboutie que tu as jamais connue de ta vie. Oui, mais par contre, tu vois, sans expérience, tu faisais 3 tours, tu étais vidé. Trop de pression, trop de concentration. Pression psychologique, physique. Physique, DG comme ça, on n'en avait jamais pris. Moi, j'avais fait un peu de 3000 encore en faisant pas tout le championnat, mais Christophe, lui, il sortait de la F3. Il a souffert le martyr. Et tu t'étais préparé spécifiquement au niveau physique? Non. Tu es allé comme ça? Mais non, mais on l'a appris au dernier moment, pratiquement. Ouais, Todd, il nous a appelé peut-être 15 jours ou une semaine avant Magny-Cours. Donc, préparation physique, rien du tout. Il t'a dit a posteriori qu'il avait été surpris de votre performance et qu'il s'attendait pas du tout à ça ou pas? Jean Todd? Ah non, il dira jamais ça à personne. Je l'adore, mais Jean, c'est pas le genre. Je pense pas qu'il puisse faire un compliment à quelqu'un un jour, c'est pas le genre. Donc là, vous surprenez tout le monde, en tout cas dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Donc, pas grand-chose. Hein. On te dit pas tout de suite, tu vas aller au Mans. Il y a encore une phase de test, une vraie phase de test. Il y a une phase où il se passe rien. Ouais. Et puis Jean-Pierre Nicolas ou Jean Todd, peut-être plus Jean-Pierre Nicolas, nous dit, voilà, je dis nous parce que c'est toujours moi et Christophe, hein, le tandem infernal, vous allez faire une séance, oui c'était ça, vous allez faire une séance de 24 heures au Castellet, avec la 905, donc on va au Castellet et on fait 24 heures, une fois, on casse la boîte. Vous allez refaire une autre séance, on refait une autre séance de 24 heures. Je te cache pas qu'on roule beaucoup la nuit. Hein. Nos collègues Alio, Baldi, Jabouille, tout ça, ils vont bien dormir. Nous, on dort beaucoup moins. Mais bon. En fait, vous êtes un peu les petits nouveaux, on vous bisute, quoi. On est un peu bisutés, mais quel plaisir d'être bisuté dans la 905. Donc, deuxième séance de 24 heures, on recasse la boîte. À l'époque, t'as pas toutes les aides électroniques qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que l'embrayage, c'est la pédale. Et il faut synchroniser ta pédale d'embrayage, ta pédale d'accélérateur, ton levier de vitesse. Il faut que tout ça se fasse dans une harmonie parfaite, parce que si c'est pas bien fait, tu casses la boîte de vitesse. Et donc en 24 heures, tu changes je ne sais pas combien de fois de boîte de vitesse, mais suffit que tu loupes 4-5 changements de vitesse, la boîte est casse. À l'époque, c'était comme ça. Donc deuxième séance de 24 heures, on recasse la boîte. Troisième séance de 24 heures, à chaque fois on nous appelle, bon, vous êtes libre, on va faire une séance. On recasse la boîte. Là, Jean Todd, il dit, de toute façon, tant que vous casserez la boîte, vous ferez pas le Mans. Quatrième séance, on casse pas la boîte. Et donc, on fait 7 fois 24 heures en essai libre. Et je pense qu'il nous confirme qu'on va faire le Mans à la 6e. Et est-ce que à ce moment-là, tu découvres un peu ce qui est propre aux courses d'endurance? Je pense à la privation de sommeil, je pense à tout ce qui fait courses d'endurance. En fait, c'est une découverte pour toi. Et c'est une découverte pour moi et Christophe, parce que on a fait que du sprint. Et effectivement, déjà des essais comme ça, tu te rends compte, on faisait plus de 24 heures. On allait jusqu'à ce que la voiture casse. Donc des fois, on faisait 26, 28, 30 heures. Physiquement, t'es au bout. Des fois, en pleine nuit, t'es à 4 heures du matin dans la voiture, tu fais un double relais, tu t'arrêtes au stand, t'as 2 pauvres mécaniciens qui te remettent de l'essence et des pneus, tout le monde dort, tout est éteint, t'es tout seul. On avait le circuit en exclusivité avec Peugeot, donc tu doubles pas un mec. Tu roules pendant 3 heures, t'es tout seul. Ça a tendance à t'endormir, même avec la vitesse? Non, parce que, encore une fois, la 905 était très rapide. On prenait des jets à n'en plus finir. Le Signe, ça passait à fond. Le Bosset, tu rentrais en 5e. C'était une voiture extrêmement compliquée à piloter.
et tu pouvais pas t'endormir. Sauf que, encore une fois, c'est un univers complètement hallucinant de savoir que tu es tout seul à rouler à 350 à l'heure. T'as pas une autre voiture sur la piste ou peut-être une autre qui est à la moitié du circuit et tu fais ça 7 fois d'affilée. Comment ça se passe à la transition? Parce que au bout de tout ce nombre d'essais, tu sais que vous êtes prêt parce que Jean-Todt le dit à demi-mot, c'est-à-dire tant que vous cassez la boîte, vous irez pas au Mans. À partir du moment où tu sais que tu casses plus la boîte, en gros, ça veut dire on va y aller, quoi. Comment ça se passe? Alors, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de jouer au baby-foot dans le café de mes parents et ma maman me regarde et me dit « Eric, c'est Monsieur Todd qui t'appelle. » Donc je cours, je fais le tour, je vais dans la cabine téléphonique et je dis « Allô, allô ?» Et la phrase, c'était « Est-ce que vous accepteriez de faire les 24 heures du Mans avec nous ?» Tu vois, la phrase, tu sais pas quoi répondre. Bah oui, bien sûr, évidemment. Et t'as envie de sauter en l'air et c'est comme ça que j'ai appris que j'allais faire le Mans avec Peugeot. Donc à ce moment-là, on parle donc des 24 heures du Mans 93, pour édition 93. Toi, donc t'es 66, donc t'auras 27 ans cette année-là. T'es encore super jeune pour faire les 24 heures. Super jeune. Surtout qu'à l'époque, le Mans, pour moi, en tout cas, c'était un truc pour les vieux qui étaient en fin de carrière, qui avaient fait de la Formule 1 et puis qui, attendaient tranquillement la retraite. Et donc, oui, à 27 ans, je fais les 24 heures du Mans pour la première fois. Comment ça se passe à partir du moment où tu as accepté l'idée que tu vas faire les 24 heures du Mans? Il y a encore d'autres tests ou directement c'est le grand jour? Alors, je me rappelle plus si c'est au dernier essai de 24 heures ou juste avant. Il me semble que c'était quand même un peu avant. Mais donc, je me retrouve pilote des 24 heures du Mans avec Christophe Bouchu, toujours. Il nous a pris tous les deux. Et il nous débarque un Geoff Brabham qu'on ne sait pas qui il est, d'où il arrive. Il arrive directement sur une séance d'essai au Castellet, donc c'était effectivement, on avait signé avant. Et le gars, il arrive en retard, en jet lag complet, ils le mettent dans la voiture, il fait un tête à queue tout de suite, il lui fabrique un baquet, le baquet explose, ça lui coule sur la combinaison. Alors, on a un peu l'impression de voir arriver Pierre Richard dans la 905, tu vois. Mais les équipages n'étaient pas encore faits, donc moi je m'entendais bien avec Yannick Dalmas. Et je demandais à De Cortance, qui était déjà de mon côté, et qui est toujours un grand ami aujourd'hui, André, j'aimerais bien être avec Yannick, etc. En plus, Yannick avait gagné Le Mans plusieurs fois déjà. Donc, et puis finalement, ils nous sortent les équipages, et je me retrouve avec mon ami Bouchu et Brabham. Et là, je me dis, c'est fini. Là, on n'a aucune chance de gagner. Pas à cause de Christophe, mais plutôt à cause de Brabham, qui avait pour l'instant rien prouvé. Tu vois, Castellet, encore une fois, pas super à l'aise, pas. Enfin bon. Mais c'est lui qui avait roulé le Mans aussi dans la voiture. Voilà, donc on fait les qualifs. Christophe est désigné pour faire les qualifs et bon, il se loupe un peu, mais encore une fois, cette piste des 24 heures du Mans, avant d'aller vite dessus, il faut la connaître. Et Christophe la connaissait pas, se retrouvait au volant d'une 905, au milieu de fous furieux qui avaient tous fait de la F1, qui avaient tous fait plusieurs fois les 24 heures du Mans. On part 6 ou 7, pas génial, mais enfin bon, on est quand même dans le match. Et puis c'est une course de 24 heures, donc... C'est une course de 24 heures, et puis avec le recul, je sais aujourd'hui que les voitures lièvres, elles terminent jamais. Donc voilà, juste avant la course, il nous avait fait des briefings, il y en a eu plein, mais le briefing de Jean-Todt, c'était vous les jeunes là, vous suivez le tableau de marche, pas de vibreur, pas de sur-régime, attention, attention, attention. C'est ce qu'on a fait. Toujours est-il qu'au petit matin, on est en tête, parce qu'on a fait attention, parce qu'on a quand même roulé vite, parce qu'à un moment, à 20h, Jean-Todt me dit derrière toi, il y a une Toyota pour le 20h, donc en direct à la télé, c'est hors de question qu'il passe. Et le gars qui était dans la Toyota, c'était Eddie Irvine. Donc je me suis fait un relais complet avec le fameux Irvine dans la boîte de vitesse et il n'est pas passé, donc on roulait vite. Et on se retrouve en tête à, je sais plus, mais au petit matin, donc... on n'a pas eu de soucis sur la voiture, mais on n'a pas eu de soucis parce que on a fait attention, comme on nous a dit. Ouais, vous avez fait les bons élèves, en quelque sorte. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que Jean-Todt donne des directives parce que la voiture va passer aux 20h. Donc il y a aussi ce côté image, en fait. C'est-à-dire que la course, c'est pas que le côté sportif. C'est intéressant d'en parler aussi parce que ça a toujours été comme ça. C'est une vitrine, le sport automobile. S'il n'y a pas de télévision, s'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de sport automobile, évidemment. Et Jean-Todt, évidemment, il veut qu'on voit Peugeot devant Toyota. Lui, il représente Peugeot, donc c'est tout à fait logique.
sauf que ça me tombe dessus. La responsabilité, quand t'as jamais fait Le Mans, que t'es dans une voiture leader et qu'on te dit, voilà, lui qui est derrière, il passe pas, alors que le gars, il était quand même en Formule 1 avec Schumacher juste avant, bon, c'est pas simple. J'ai l'impression, là, quand tu en parles, que à ce moment-là, vous avez une approche très humble, venant du speeder, vous vivez un peu un rêve éveillé. Dans l'autre équipage, tu as des expérimentés, tu parlais d'Almas, je pense aussi à Jabouille. Est-ce que tu as tout de suite vu des presque différences de philosophie dans la manière de conduite? C'est-à-dire, eux, à peut-être plus en faire qu'à leur tête? Ah, vraiment, oui. En fait, il y avait Warwick, Derek, Formule 1, Alliot, Formule 1, Jabouille, Formule 1, Dalmas, Formule 1, Baldi, Formule 1. J'ai dû en oublier un, mais il n'y a que des pilotes qui venaient de la F1 avec des égos surdimensionnés. Et dans l'autre voiture, tu avais moi, Christophe, et puis Geoff Brabham, qui n'avions rien prouvé finalement, si ce n'est dans les formules de promotion. Donc évidemment, on n'en était pas du tout au même point dans notre carrière, et nous, on avait tout à gagner, alors que eux, finalement, ils avaient tout à perdre. On s'en rendait pas compte à l'époque, mais c'était vraiment ça. Comment se passe la fin de course? La fin de course, elle se passe d'une façon un peu étrange. Nous, évidemment, on est sous pression, surtout que moi, dans un de mes relais, on m'arrête, je sais que je suis en tête, on m'arrête, et là, intervention sur la voiture. Je me dis, mais non, ils vont pas nous la faire à l'envers, parce que là, tu te dis, évidemment, pour Peugeot, c'est peut-être mieux que ce soit une voiture avec des pilotes de F1 qui l'emportent, et puis surtout, ces gens qui ont fabriqué la Peugeot 905, qui ont fait tous les essais, et ça fait 3 ans que ça dure, et là, ils sont sur le point de gagner les 24 heures du Mans. Peut-être qu'on va pas laisser les petits jeunes gagner, donc je me dis, c'est pas possible. Et en fait, il y avait vraiment un souci sur la voiture, je sais plus si c'était la batterie ou un truc, et on me change la batterie, je repars, je suis quand même toujours en tête, et puis finalement, Jean Todt décide de figer les positions. Est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes 1, 2, 3 à ce moment-là? On est 1, 2, 3. 1, 2, 3, Jean dit, de toute façon, Peugeot va gagner, que ce soit les jeunes ou les anciens, peu importe, je veux que ce soit Peugeot qui gagne, et il fige les positions, et donc on déroule, pas tranquillement, parce que le Mans c'est jamais tranquille, jusqu'à l'arrivée, et jusqu'à cette victoire, qui était quand même quelque chose d'incroyable, dans la mesure où ça a vraiment changé notre vie. Je dis nôtre, parce que, encore une fois, Christophe, il est associé avec moi, on est devenus des pilotes en devenir, à des vrais pilotes qui sont reconnus par le monde entier. Est-ce que tu as eu le temps de la savourer, cette victoire, au sein même de la voiture? Parce que quand tu dis que Jean Todt fige les positions, est-ce que toi, tu as pris un relais après et tu as eu le temps de vraiment d'assimiler l'information que tu vas gagner les 24 heures du Mans? Alors oui, j'ai pris un relais après. J'ai pas fait l'arrivée. C'est Geoff Brabham qui fait l'arrivée, mais je devais être juste avant et j'ai failli sortir. Toi qui aimes bien les anecdotes, en fait, je rentre dans les Porsche, comme d'habitude. Je n'étais pas dans un rythme très élevé, puisqu'encore une fois, les positions étaient figées. Et là, je pense qu'il y a soit de l'eau, soit de l'huile. Et je rentre dans le droit, je braque, et la voiture va tout droit. Et en finale, elle a raccroché juste avant l'herbe. Et j'ai pris le virage tout à l'extérieur. Et là, je me suis dit, si tu sors, t'es la risée du monde entier. Et personne ne l'a jamais su, mais j'aurais pu sortir en tête des 24 heures du Mans à 2 heures de l'arrivée, et ma carrière était terminée à tout jamais. Alors que c'était vraiment pas de ma faute. T'en as jamais parlé, ça? Ah, pratiquement pas, non. Je suis pas fier, mais d'un autre côté, c'était pas de ma faute. Ouais, t'y étais pour rien, Mais t'as eu le temps, du coup, de savourer, de se dire, je sais pas... Non, tu sais... Trop compte. Tant que t'as pas franchi la ligne d'arrivée, on le dit tellement, et rappelle-toi, Toyota, il y a quelques années, qui était en tête à un tour de l'arrivée et qui finalement abandonne, Le Mans, c'est encore pire, parce que nous, on a fait 7 fois 24 heures, on a passé pratiquement 1 an au Castellet, on s'est surentraîné, et tant que t'as pas passé la ligne d'arrivée, tu peux pas savourer. J'ai envie de dire que ça fait presque écho à une anecdote. Là, je fais un bond dans le futur. Je crois que tu roulais sur une EB110 et t'as Bugatti qui sabre le champagne un peu trop tôt, je crois. Ah oui, on a fait donc cette fameuse EB110, donc une superbe Bugatti incroyable, V12 4 turbo, un bruit incroyable, et on était bien. Bon, on avait cassé les turbos dans la nuit, donc on n'était plus tout devant, mais bon, première arrivée d'une Bugatti au Mans. Tous les représentants de chez Bugatti qui avaient loué une loge somptueuse étaient en train de sabler le champagne pour l'arrivée de la Bugatti. Sauf que 3/4 d'heure avant l'arrivée, elle est sortie, cette fameuse Bugatti, et elle n'a pas vu l'arrivée. Comme quoi, au Mans, faut jamais rien célébrer avant la fin. Il faut laisser le champagne au frigo tant que Exactement. la ligne n'a pas été franchie. C'était terrible. Franchement, c'était terrible. Ah,
Ils ont dû faire la tête quand même. Ils ont fait la tête. Et puis, mais le pire, c'est Toyota. Il y a Toyota, quand le japonais, je me rappelle plus de son nom, abandonne le long des stands et qu'il restait juste un tour pour que Toyota gagne enfin les 24 heures du Mans. Moi, j'étais en interview pour Eurosport. J'étais donc à l'intérieur du box. Je regardais Hugues de Chonac et les principaux responsables de chez Toyota. J'avais le micro, le caméraman, et on était OK pour faire une interview tout de suite après la victoire de Toyota. Et donc, moi, j'attends, et je vois tout le monde qui se fond en larmes. Je comprends pas. En fait, la voiture, elle est en panne juste derrière moi. C'est quand même incroyable aussi comme truc. Et donc, je pense que ça, c'est la pire des frustrations possibles, c'est de perdre le Mans dans le dernier tour. Si on revient à cette victoire en 93, je me mets à la place un peu d'Almas, de Jabouille. Je vois des petits jeunes qui gagnent devant nous alors qu'on a mis au point la voiture, comme tu le disais, pendant des années. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration quand même ? Clairement, mais je le comprends parce que c'est eux qui ont clairement développé la voiture, qui ont passé beaucoup de temps, qui ont eu beaucoup de désillusions, et puis nous, on arrive au dernier moment, finalement, on rafle la mise. Donc, on a eu quelques petites, piques, mais jamais rien de méchant. Mais clairement, ils avaient les boules, et je les comprends. Comment ça se passe après cette victoire ? Toi, tu te dis, ça y est, je vais pouvoir faire enfin de la F1 ? Tu rêves à nouveau de la F1 ? Je rêve à nouveau de la F1, et je vais d'ailleurs dans le paddock à Magny-Cours voir le Grand Prix de France de F1. Et je t'avoue que j'ai été très surpris, mais pas forcément dans le bon sens. Parce que chez Peugeot, on était mieux armés que la plupart des teams de F1 de l'époque. Ce rêve de F1, tu l'entrevois ou finalement il disparaît aussitôt ? Ouais, je l'entrevois. Oui et non, parce que de toute façon, déjà, il fallait amener du budget. Et puis j'ai pas le budget, clairement. Donc là, je me dis, quand même, je vais aller voir Jean-Pierre Jabouille, qui était le patron de chez Peugeot. Et je lui dis, Jean-Pierre, tu as signé chez McLaren. J'aimerais vraiment être quand même de la partie pour soit être pilote d'essai ou en tout cas intégrer la Formule 1 pour la première fois, parce que ça fait quand même des années que je rêve de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé, c'est que Jean-Pierre m'a dit pourquoi pas, mais je l'ai entendu après, il l'a dit à beaucoup de personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est Philippe Alliot, mon copain Philippe, qui va faire quelques grands prix en fin de saison pour remplacer, il me semble, Hakkinen qui avait eu un accident. Mais voilà, ça a été tout. Donc c'est un peu tes derniers espoirs de F1. À ce moment-là, tu enterres le projet, tu dis bon, moi c'est bon. La Formule 1, faut être bon, évidemment. Faut être même certainement excellent. Est-ce que j'ai été excellent ? Je ne sais pas. Il faut certainement arriver au bon moment, dans les bonnes conditions, et moi, ça ne s'est pas aligné. C'est tout. Ça reste un regret pour ta carrière ? Ah oui, j'ai 3 regrets. La F1, parce que je pense que ça pouvait le faire. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai un regret par rapport à Pescarolo et j'ai un regret par rapport à Mario Andretti. Andretti, c'est-à-dire ? Mario, on fait le Mans ensemble, chez Courage, et Mario, on termine 2e à 3 minutes du premier. Franchement, Mario, c'est un mec que j'adore, et il aurait gagné le Mans, ça aurait vraiment fait un tableau complet pour lui. Champion du monde de F1, vainqueur d'Indianapolis, champion d'IndyCar, vainqueur de Monaco. Il lui manquait plus que le Mans. Et franchement, on y était presque. À 3 minutes, c'est rien. D'autant plus que, on va le dire, mais on perd parce que chez Courage, on nous change le capot arrière qui n'avait pas le bon autocollant. Quand Mario sort sous la pluie en milieu de course, je dirais, on répare la voiture rapidement. Il faut changer le capot arrière, d'une suspension, etc. Et ils remettent un capot qui n'était pas prévu pour cette voiture. Donc, il n'y avait pas tout à fait les bons sponsors. Et puis, à quelques heures de l'arrivée, alors qu'on est en tête, le sponsor trouve que cette voiture, sans son nom dessus, ça va pas. Donc, on nous arrête, on change le capot. Le capot, évidemment, se monte pas bien, on perd plusieurs minutes. Et puis, on termine 2e. On termine 2e parce que le sponsor n'était pas sur le capot et qu'ils nous ont changé un capot, ils nous ont arrêté exprès pour ça. Et ça, tu l'as su sur le moment ou tu l'as su récemment ? Non, je l'ai appris récemment. Il y a quelques années, j'avais entrepris de faire une écurie de moto pour les 24 heures du Mans, pour le Bol d'Or. Et je suis allé voir
le chef d'équipe de l'époque qui s'occupait de moto et il me l'a avoué là, mais je le savais pas avant. Et t'étais encore énervé? C'était encore vif? Ouais, c'était vif parce que, sincèrement, de perdre les 24 heures du Mans pour 3 minutes, c'est dur. Surtout qu'il avait plu pendant 19 heures hein, cette année-là. Pas de safety car, pas de rien. Voiture ouverte. C'est ce que je veux dire, en fait, c'est des voitures, je dis ça aussi pour les plus jeunes. Voiture ouverte, plus de 300, tu prends des risques énormes. Ah, des risques énormes parce que, en plus, on avait perdu 45 minutes quand Mario est sorti. Donc autant te dire qu'on était au fin fond du classement. Et là, tu as deux options. Soit tu dis c'est mort et puis tu n'avances pas. Soit tu te dis on va y aller quand même. Et il pleuvait des cordes. Et nous, on avait un Porsche biturbo, donc zéro couple. Et que des coups de turbo qui te faisaient des patinages énormes. Et sous la pluie battante, en ligne droite, en 3e et 4e, ça patinait encore. Et je peux te dire que j'ai failli m'en mettre quelques-unes. Et donc, j'ai décidé avec Mario et puis Volek aussi de rouler vraiment à fond. Et on est remonté comme ça jusqu'à la 2e place. Donc, on a risqué notre vie, on a risqué beaucoup de choses pour finalement rien du tout. Donc ça, c'est l'année 95, si je dis pas de bêtises. Entre-temps, il y avait la fameuse EB110 que tu as piloté, dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi un peu justement, tu parlais de Volek, tu parles d'Andretti. Manifestement, t'es resté pote avec Andretti, mais Volek, t'en gardes quel souvenir? Très mauvais. C'était mon pire coéquipier au Mans. Alors je pense que cette année-là, il était mal luné. Je sais pas ce qui s'est passé, mais franchement, c'était un supplice. C'est tout juste, il m'adressait la parole. Quand il pleuvait, qu'il faisait nuit, il n'était pas forcément super rapide et il a pas voulu laisser son volant. Moi, j'étais prêt. Mario voulait que je monte dans la voiture. Courage aussi. Lui s'est arrêté et il n'a jamais voulu descendre de la voiture, donc il a continué son relais sans rouler très vite. Donc ouais, c'était franchement une mauvaise surprise. Comme si t'avais le pire et le meilleur avec Andretti, quoi. Exactement, parce qu'avec Mario, franchement, ça a été formidable. Déjà, je me rappellerai toute ma vie. Mario, c'est une méga star quand même. Et quand on faisait, tu sais, tu passes devant le public dans des voitures cabriolets, là, et Mario, il saluait comme le pape, hein, à peu près. Hein. Il a signé des millions d'autographes. Il y avait toutes les télés du monde entier qui étaient là. Et malgré tout, il est resté super simple, super gentil. Il m'a invité après à Laguna Seca. Je l'ai appelé il y a 15 jours. On a passé 1 heure au téléphone. Donc c'est pour ça que le contraste entre lui et puis notre ami était un peu trop élevé. En 96, tu roules encore sur les 24 heures ou pas? Ah oui, alors 80, cette année-là, je pense que c'est Opel qui m'interdit de faire le Mans parce que je devais rouler chez Toyota GT1. Et puis le patron d'Opel me dit ça fait beaucoup parce que je roulais à la fois en DTM, au Mans et à Landros. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup, trois programmes comme ça, c'était trop. J'étais crevé. Je faisais des séances de trophée Andros en même temps que des séances de 24 heures, ce qui n'est pas forcément le même pilotage. Donc Strisek refuse que je fasse le Mans avec Toyota. Donc tu regoutes au Mans l'année suivante. Là, avec McLaren, en fait, t'es pilote BMW. Comment ça se passe justement cette transition vers BMW? Écoute, je sais plus trop. Ce que je sais, c'est que Marc Duez me dit il cherche un pilote chez BMW. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah, bien sûr, McLaren, BMW, c'est quand même pas rien. Et je me retrouve donc pilote McLaren, du coup, et prêté à BMW pour les essais en super tourisme. Donc je fais 200 jours à Millbrook. Millbrook, c'est un espèce d'ovale de vitesse, et je fais 200 jours là-bas. L'hôtel de Millbrook, c'est le pire hôtel du monde en Angleterre, tu sais, avec les petits cadres posés au mur, là, le papier peint vert, les cadres, et la nuit, t'as l'impression qu'il y a des fantômes. Et j'ai passé 200 jours là-bas. Tu le connais par cœur. Je connais par cœur, à faire des essais avec la BMW et la McLaren à Millbrook. Millbrook, c'est un anneau pour essayer des voitures de série, finalement. Et je passe 200 jours à dormir dans cet hôtel en Angleterre, là, à manger des beans et puis à voir le papier peint vert et à entendre les fantômes la nuit. Donc c'était quand même pas terrible. Mais quand même, cette année-là, j'arrive à gagner Spa avec la BM chez Bigazzi, ce qui est formidable, devant Piquet, c'était sympa. Et puis je termine 3e aux 24 heures du Mans avec Ravalia et Peter Cox. Donc 3e, c'était une belle année. Donc là, je me dis, comme on m'avait dit chez BM,
là, t'as prouvé. J'étais toujours le plus rapide devant les taux, etc. Donc, t'as prouvé, t'inquiète pas, les pilotes qui sont chez nous, ils sont là pour au moins 10 ans. Donc, quand on te dit ça, tu souffles un petit, tu te dis là, je suis bien. Là, Tu te dis, je vais presque devenir fonctionnaire, quoi. La sécurité de l'emploi, quoi. là on me fixe un rendez-vous en Allemagne et j'y vais avec ma 540, voiture toute option, etc. Là, t'es un peu le king hein, quand même. Et j'y vais là en me disant, là, faut que tu demandes à doubler ton salaire. J'arrive là-bas et je tombe sur un petit jeune que je connaissais pas. Et le mec, il me regarde, il me dit, mais j'ai rien pour vous. Et là, t'es complètement décontenancé, si tu veux. Je me demandais si c'était pas une caméra cachée. Je regarde et effectivement, le mec, il me dit, mais non, j'ai rien pour vous l'année prochaine. Je suis désolé. Vous ramenez votre voiture de fonction la semaine prochaine et puis c'est fini. Donc tu passes du rêve au cauchemar, quoi. Ah bah là, c'est la douche froide terrible. Et effectivement, je ramène ma bagnole de fonction et j'ai rien. Rien du tout. C'est quand même terrible après une année comme ça. Et surtout qu'en plus, là, dans tout ce que tu dis, ce que je trouve impressionnant, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres pilotes comme toi, c'est que certes, t'as gagné qu'une seule fois les Masters du Mans, mais t'as toujours été très régulier, en fait. T'as quand même fait 2 fois deuxième. Enfin, on reviendra sur la 2 fois Ouais. deuxième, mais là, cette année, tu fais 3e, t'as toujours été bien placé. Oui, puis surtout, j'ai toujours été le plus rapide de mes coéquipiers, Ouais. quoi. Et on gagne pas. Dans le même contrat, simplement, il y a eu un changement de management chez BM. Et le mec qu'ils ont mis là, à l'époque, je me rappelle plus de son nom parce que je pense que j'ai fait un reset, mais il a gardé ses potes et puis moi, il m'a viré. J'étais le seul français, je sais pas. Et donc, je me retrouve sans volant, encore une fois, et j'appelle Danny Stobeck. Danny Stobeck qui me dit, bah viens, j'ai une place pour toi. Et je me retrouve donc super tourisme français avec Jacques Lafitte Donc ça, c'est en Opel. en Opel et Alain Cudini. Et là, on est parti pour quelques belles années de super tourisme. Formidable. On jouait beaucoup au golf. On gagnait bien notre vie, c'était cool. On faisait des belles courses, on gagnait. Je me suis à nouveau frité avec mon copain Laurent Aguilot, qui lui était chez Peugeot. Et puis un jour, il y a un copain à moi qui s'appelle Gildo Pastor Palanca, qui m'appelle et qui me dit, Eric, est-ce que tu voudrais faire une course sur glace avec moi? Moi, je dis, bah écoute, pourquoi pas. Et me voilà à Serre Chevalier, je crois. Et je monte dans la Mercedes et comme d'habitude, je fais pratiquement le meilleur chrono alors que j'ai jamais roulé sur la glace. Et donc, Danny Snobeck me dit, ah non, faut que tu roules avec nous sur l'Opel. Et je suis parti pour 3-4 années chez Opel sur la glace. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu les meilleures années quand je t'entends parler, parce que, Oui. je veux dire, l'insouciance, le fait aussi que tout ce qui est DTM, tout ce qui est super tourisme, il y avait un niveau de malade. Ouais, Tu me racontais même que vous rodiez les plaquettes sur des pneus neufs. Enfin, c'était n'importe quoi quand tu penses. non, puis bon, le fait d'être exilé, c'est pas toujours simple. Ouais. Tu vois, moi, en plus, c'était la période où j'ai divorcé, c'était super dur pour moi. J'étais down, ça marchait pas. Je suis parti habiter en Allemagne avec mes meubles et tout. Là, c'est plus de la rigolade. C'est vraiment un métier. T'as toujours la pression de te dire, faut que je gagne ma vie, faut que je sois perfo. Mais ça le fait pas, je suis pas bien, j'aime pas les gens, ils m'aiment pas. Enfin, moi, tu vois, c'est pas. Ouais, t'es passé du très haut au très bas. En fait, c'est souvent ça, au final, le pilotage aussi. C'est que t'as des moments un peu d'euphorie. Et quand ça redescend, notamment le divorce, qui t'a fait baisser en performance aussi. Ah, clairement, oui. Tu vois, ça, c'est la première fois où je me suis fait virer, mais à juste titre. Strisek, le patron d'Opel, il m'a prévenu plusieurs fois en me disant, Eric, c'est pas top, quoi. Tu vois, j'étais pas super rapide, je faisais des conneries, je sortais de la route et en boîte de vitesse. Et en boîte de nuit, pardon. Ce jeu d'eau. Donc, je partais en vrille et Volker, il me l'a dit plusieurs fois. Il me dit, Eric, arrête. Il m'a même fait prévenir par un de ses bras droits que, vu ce que je gagnais, fallait que j'en profite parce que si ça s'arrêtait, j'allais être mal. Et c'était trop dur. Franchement, c'était trop dur à supporter. Je voyais plus mes gosses, tu vois. Ta vie, elle se casse la figure. Donc, j'avais plus vraiment de raison de briller. Et effectivement, j'ai pas brillé, je me suis fait virer. Et finalement, le fait de te faire virer, ça t'a presque fait du bien parce que ça t'a permis de repartir sur un nouveau cycle, quoi, non? Oui, en fait, c'était ça. Toute ma carrière, ça a été des cycles. Pas voulu forcément parce que j'aurais préféré, tu vois, faire Formule 3, Formule 3000, Formule 1, faire 20 ans d'F1 et puis faire Le Mans après. Mais ça s'est pas passé comme ça.
J'ai pas choisi, clairement, mais bon, ça sera à refaire. Je pense que je choisirais quand même ça parce que plutôt que de faire de la Formule 1 sans gagner une course, j'ai gagné pratiquement 80 courses dans les disciplines que j'ai fait. Et ça, je pense que c'est quand même pas mal de regarder dans le rétro et de voir ça. Tu en parlais tout à l'heure de André de Cortance. C'est lui qui te tend à nouveau la main. Tu l'appelles, c'est ça? Ah non, mais André, c'est lui qui m'appelle. C'est lui, André, le grand André, franchement, quel homme. C'est lui qui m'a fait... J'ai sympathisé avec lui dans la 905, puisque c'était le papa de la 905. C'est lui qui m'a fait venir chez Toyota après, puisque c'est lui qui avait fait la GT1. C'est lui qui m'a fait revenir chez Pescarolo pour rouler avec sa voiture, parce qu'il avait fabriqué la voiture aussi. C'est quelqu'un, en fait, soit il t'aime pas. Et moi, il m'aime, et comme moi, je l'aime. Ouais, donc il y a un élément déclencheur sur pas mal de... Ah, pas mal de choses. Oui, pas bien mal sûr. de projets, quand même. Pas mal de projets, oui. La GT1, c'est lui qui est venu me chercher, clairement. Ça, c'est en 98, je crois que tu roules avec 98, oui. Donc finalement, tu auras roulé avec Toyota, c'est ça qui est génial. Ouais, j'ai roulé avec Toyota, et quelle voiture, hein. Qu'est-ce qu'elle était belle. Et franchement, ils auraient tellement mérité de gagner, parce que c'était la plus belle voiture, parce que André, il nous avait fait une auto formidable. Toyota avait fait... cette voiture était homologuée pour la route quand même. Ce qui est juste hallucinant. Je crois que c'était le TUV allemand qui avait signé les papiers comme quoi on avait le droit de rouler avec sur la route. Tu vois ça dans ton rétro, tu pètes un câble. Pour aller faire les courses, je suis pas sûr que c'était la meilleure voiture, mais oui, on aurait mérité. Et puis, il n'y a rien qui a voulu. Toyota, quand tu regardes bien, pendant 15 ans, ils ont été chat noir au Mans. Ils auraient dû gagner plusieurs fois. Et là, on a eu des soucis juste avant d'arriver au Mans. C'est moi qui testais les voitures à Lurcy-Lévy. Et je dis à André, il y a un truc bizarre. Les boîtes de vitesse, ça marche pas comme d'habitude. On avait quand même des assistances un petit peu électroniques. C'était le départ. C'était une boîte séquentielle, mais l'embrayage se faisait automatiquement. Si je me rappelle bien, tu tirais sur le levier. Et en fait, il y avait tout un système qui faisait que l'embrayage passait au bon moment, ça relâchait la pédale. Enfin bon, c'était un peu automatique. Et là, je lui dis, il y a un truc qui va pas. Et ils sont persuadés tous qu'il n'y a rien qui a été changé dans la voiture, mais il n'empêche que pendant toute la course, on a cassé des boîtes de vitesse. Donc, heureusement que cette voiture-là, on changeait la boîte en 4 minutes, je crois. En fait, ils changeaient tout le train arrière. Mais ce qui nous a mis quand même en difficulté, parce qu'évidemment, tu perds un tour toutes les 3-4 heures, c'est quand même difficile à rattraper. Donc, on est obligé de rouler comme des brutes. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a Martin qui est sorti de la route et qui a coupé la voiture en deux. Et puis l'autre, je sais plus ce qu'ils ont eu, mais voilà, on aurait dû gagner facilement. Et puis, ça a été une grosse déconvenue. Elle était comment à piloter cette auto? Parce que j'ai l'impression que quand tu en parles, que c'est une des autos qui t'a le plus marqué à rouler. Mais non, c'est surtout parce que c'était une voiture de André, et que j'ai toujours adoré les voitures d'André. C'était quand même très décevant par rapport aux voitures d'avant. La 905, c'était carrément beaucoup plus bestial. Là, c'était plus une groupe C. C'était, je me rappelle plus de l'appellation, mais c'était quand même des voitures beaucoup moins puissantes, moins d'appui, ça allait beaucoup moins vite. Mais elle était belle. Bah, la folie des groupes C, c'est un peu la même période que les groupes... Enfin, c'est pour moi dans la continuité de la folie des groupes B aussi, donc c'est... Entièrement d'accord. Le groupe B, c'était quand même l'apogée du rallye, les voitures qui faisaient des flammes. Malheureusement, qu'on fait des morts aussi, mais voilà, c'était quelque chose de vraiment prenant. Le groupe A, après, qui a succédé au groupe B en rallye, c'était magique, mais c'était plus la même chose quand même. Les lanciers intégrales, c'était quand même bien moins impressionnant que les Peugeot 205 Turbo 16 et les Audi groupe B. Ce qui est assez amusant, c'est quand tu regardes les puissances des voitures de rallye actuelles, t'es plus ou moins sur les mêmes que le groupe B de l'époque. Sauf qu'évidemment, la sécurité passive a évolué et c'est peut-être plus logique qu'il y ait ces puissances maintenant, tu vois, ça fait moins de morts, même s'il y a toujours ce risque. Est-ce que finalement, c'était pas 30 ans d'avance, tu vois? Alors, il faut quand même faire attention. J'ai vu les caméras embarquées et les caméras au Monte-Carlo cette année. Les voitures, elles passent 30 km/h plus vite qu'il y a quelques années dans les rapides. Tu sais, il y a l'effet de sol, des ailerons, etc. C'est génial, franchement, c'est formidable à regarder. Mais j'imagine pas une voiture qui a un problème de suspension à ce moment-là, parce qu'on a vu des pilotes passer à 198 dans des virages vraiment prononcés. Si tu crèves, si tu perds une roue à ce moment-là, bon, le pilote, c'est grave, mais je pense que pour les spectateurs aussi, ça peut l'être. J'ai l'impression que ça roule un peu trop vite quand même. Ouais. J'en parlerai avec Michel Mouton quand je oui, ça m'intéresserait de savoir ce qu'elle pense.
Donc pour revenir un petit peu à la sortie de cette période un peu de down, où finalement tu te fais virer à juste titre, comment tu rebondis en fait? Qui te tend la main à ce moment-là? À ce moment-là, c'est encore mon bon Jean-Pierre Nicolas, que j'appelle en disant Jean-Pierre, j'ai pas de volant, il faut que tu m'aides. Et il me dit, bah écoute, tu vas à Le Denon, il y aura une voiture là-bas. C'est une petite équipe, mais on les aide, c'est Gémeaux Sport. Et donc je me retrouve à Le Denon. Alors je te cache pas que quand tu arrives de Hockenheim au Nürburgring et tu as 150 000 spectateurs, tu roules dans une voiture avec coque carbone, frein carbone V8 et que tu touches un salaire de ministre, c'est difficile d'arriver à Le Denon avec 3 spectateurs, une pauvre voiture de mécanicien. J'étais un peu au bord de la déprime, mais quand même, j'avais sauvé ma peau. Et finalement, de pilote pas payé, hein, parce que Jean-Pierre n'avait pas le budget ni quoi que ce soit, j'avais pas de voiture de fonction, pas de salaire, rien. Je fais un super début de saison et après je dis à Jean-Pierre, il faut que tu m'aides, faut que tu me payes, parce que là, comment je fais? Et donc, c'est reparti. Je suis reparti, pilote d'usine, Jean-Pierre a accepté, et puis de fil en aiguille, Gémeaux, l'année d'après, Pescarolo, avec Sohei Ayari comme coéquipier. Comment se fait le lien entre justement Peugeot et Pescarolo? Sans être méchant, la voiture de chez Gémeaux, elle était bien, mais c'est pas ce qu'attendait Peugeot. Ils attendaient mieux en termes de résultats. Le championnat de France à l'époque, il était assez relevé. Et si tu veux, Jean-Pierre Nicolas me dit, qu'est-ce que t'en penses? Pescarolo est prêt à nous faire les voitures. Et entre Pescarolo et Gémeaux Sport, évidemment Pescarolo, parce qu'il y a aussi des ingénieurs chez Pescarolo qui n'avaient pas chez Gémeaux, parce que Peugeot mettait peut-être aussi plus de moyens. Enfin bon, évidemment, on était mieux chez Pescarolo. Oui, puis tu sais aussi que c'est un ancien pilote. Tu sais que, connaissant Henri, qui est d'ailleurs passé sur ce podcast et qui est un podcast absolument incroyable, il est prêt à tout faire pour gagner. En fait, c'est son seul objectif. C'est le leitmotiv de Henri, c'est gagner. Et Henri, c'est effectivement un ancien pilote, c'est un ami vraiment à moi que je salue. J'ai regardé évidemment son podcast et j'étais ému. J'ai appris des choses évidemment qu'il dit rarement parce que Henri il parle pas beaucoup. Ouais. Et donc Henri il a tout fait pour qu'on soit performant et on l'a été. Et j'étais coéquipier avec Sohei Ayari, donc on a évidemment gagné beaucoup de courses, mais on s'est aussi sortis tous les deux parce que Sohei il est un peu con des fois. Je l'adore, hein. Sohei, si tu nous regardes. Mais bon, ce qu'il regarde en plus. Sohei, quand il met le casque, il a plus de 2 neurones dans la tête. Donc, quand j'étais devant lui, j'étais obligé de conduire avec un œil qui regardait au volant et un œil qui regardait derrière parce que souvent, il freinait pas. Et effectivement, Albi, il n'a pas freiné et on a abandonné tous les deux. Donc, le soir, Henri n'était pas là, évidemment, parce que ce week-end-là, il ne pouvait pas. Et Henri qui m'appelle, il m'insulte. Mais je dis, mais c'est pas moi, c'est Ayari. Donc il a appelé Ayari, qui l'a insulté aussi. Et bref, ça a été un moment délicat pour nous tous. Après que Henri vous ait un petit peu engueulé comme 2 enfants, parce qu'il a ce côté aussi très patriarche. Mais oui, il est patriarche. Il a 81 ans, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc nous, on a à peine 55 ans, 56 ans. Donc c'était un peu notre papa. Et il vous propose le projet du Mans à ce moment-là? Ah, le projet du Mans, il a quand même vu, je suis pas son chouchou, mais que c'était quand même Sohei qui avait déconné à Albi. Et de toute façon, il y a André de Cortance qui est chez Henri, et André, il veut que je monte dans la voiture du Mans. Et en plus, c'est un moteur Peugeot dans la Pescarolo. Donc, je suis là, je vais faire le Mans avec la Pescarolo Peugeot. Donc là, le trio, c'est Ayari, Loeb et toi. Pas cette année-là. Je pense qu'il manque une année où on avait le Peugeot. Et le Peugeot, franchement, au Mans, c'était pas suffisant. Les années où on brille avec Pescarolo, c'est l'année d'après où on a donc effectivement Loeb, Elari, Ayari. Première année où là... 2005. On a le Judd, qui est un super moteur, un V10 avec un son formidable. Et puis la voiture de nos 2 ingénieurs, Claude Galopin et André de Cortance, qui est juste topissime. En fait, ils ont anticipé le nouveau règlement. Et on se retrouve avec une voiture qui met 3 secondes autour à tout le monde. Et quoi, le nouveau règlement, ça allait changer quoi? En fait, le règlement donnait la possibilité aux nouvelles voitures d'avoir un fond plat en escalier. Et personne ne croit en ce règlement-là, sauf nos ingénieurs qui fabriquent la voiture
et là, on pose la voiture par terre et c'est juste un missile. Et donc, on part au Mans, évidemment, avec la pole position. Et je dis à Seb et à Lob et puis à Soleil, les gars, si on fait juste notre boulot, on gagne, c'est sûr. Et puis malheureusement, on n'a pas bien fait notre travail. Ce qui reste d'ailleurs un moment difficile pour moi parce que de gagner Le Mans avec une Pescarolo, bon, pour moi, ça aurait été une victoire supplémentaire, mais je pense surtout que pour Henri, ça aurait changé sa vie. Toi qui l'as interviewé, tu sens quand même que c'est dur pour lui de parler de toute cette période. Il en veut un peu à tout le monde, mais en fait, c'est nous qui avons déconné parce qu'on aurait dû gagner cette édition des 24 heures du Mans. Tu veux dire qu'il y a une multitude d'erreurs qui fait que cette victoire qui ne devait pas vous échapper vous échappe finalement, c'est ça? Elle nous échappe parce qu'on sort de la route 3 fois alors qu'il suffisait de rallier l'arrivée pour gagner. Voilà. Voilà. Vous faites deuxième du coup? Ah non, cette année-là, on abandonne. Ah oui, vous abandonnez, exact. On abandonne. Soleil sort pour la 3e fois en 24 heures à la première chicane et casse la coque. Donc on abandonne. Donc l'année d'après, Henri me propose de refaire équipe avec Lob parce que franchement, Seb, on n'en a pas parlé, mais il a fait son job. Il a vraiment fait son job. Il a roulé bien dans les chronos, pas fait une erreur, type formidable. Donc on repart avec Seb et là, il prend Montagny à la place de Soleil. Et on fait des 24 heures du Mans clair, net, sauf qu'on termine second, parce que là, Audi, ils ont fait des voitures avec le nouveau règlement, 10 fois plus de budget, voire 100 fois plus de budget que nous, et ils sont plus perfos, et ils gagnent, et nous, on fait second. C'est ce dont parle Henri dans son épisode, justement, et toute, on va dire, peut-être l'aigreur qu'il a par rapport... Par rapport à la CO. Par rapport à la CO, évidemment. En fait, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ça aurait, je pense, changé la donne, cette victoire avec Soleil et Lob. Il aurait sûrement pas le même discours maintenant parce que... Je pense que ça aurait été un aboutissement pour sa carrière parce que Henri, en tant que pilote, il a rien à prouver. Bon, voilà, il a gagné Le Mans, il a été en Formule 1, formidable. Mais c'est vrai que son écurie, il manque cette victoire. On a toujours été en tête, toujours en pôle, toujours bien au Mans, mais malheureusement, il n'a jamais gagné et il gagnera jamais. Mais tu vois, quand tu l'entends, il remet pas du tout la faute sur ses pilotes, au contraire. Hein. Moi, je sais qu'on avoir aussi discuté avec lui en off, et je pense qu'il avait raison. Il prenait toujours les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes du moment. Enfin, il faisait en sorte de réunir tous les meilleurs éléments pour finalement arriver à, encore une fois, cette finalité qui était la seule valable pour lui, à savoir gagner. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Oui, bah alors il a peut-être oublié parce qu'on en a pris plein les dents quand même cette année-là. Et à juste titre, on avait tout pour gagner. Franchement, l'équipe a été merveilleuse, la voiture aussi, et nous, on a été nuls. Mais est-ce que c'est pas dû au fait aussi que c'est presque, tu vois, le conflit de génération, c'est-à-dire que Henri, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui apprenait, tu sais, à limite à aller se coucher tôt, à manger une soupe. Vous étiez quand même, enfin, je pense à Ayari, à Lob, à toi. Il devait y avoir aussi pas mal de déconnes quand même. Alors, on était pas mal dans la déconne, on était pas mal dans le bon vivant. Quand il y avait un peu de vin, bah, on buvait un peu de vin. Quand on mangeait bien. Quand on déconnait bien. Et c'est vrai que Henri, ça l'ébouriffait parce que clairement, il était responsable de la filière. Et pendant des années, il a expliqué à tous ces jeunes pilotes qu'il fallait faire du footing, il fallait pas fumer, il fallait pas boire, il fallait se coucher tôt. Nous, on faisait rien de tout ça. Mais bon, on gagnait le lendemain. Comment ça se passe un peu la suite après ce... Je sais pas si tu le vis à ce moment-là comme une double déception pour Pescarolo, mais j'imagine que oui. Ah oui, ça a été une grosse déprime toute la fin de saison parce qu'on continuait malgré tout à rouler avec les 407 en super tourisme. Et Claude Galopin, qui était mon ingénieur en super tourisme, il était clairement au fond du trou pendant toute la fin du championnat parce qu'on savait qu'on avait perdu cette course et que ça se reproduirait peut-être jamais. Et en plus, dans le stand d'à côté de nous, il y avait Soleil qui était devenu la bête noire de Pescarolo Sport parce que c'est lui qui avait finalement ruiné le projet. Donc c'était une saison un peu difficile. C'est combien de temps après que Pescarolo dépose le bilan? Oh, bien des années après, ouais. C'est au moins 3-4 ans après. Mais Henri, je pense qu'il a voulu continuer coûte que coûte. Il s'est associé avec des gens pas toujours bien intentionnés. Ça a été compliqué. La fin, ça a été compliqué. Il aurait peut-être dû arrêter avant, mais c'est facile à dire. Henri,
il y a cru jusqu'au bout qu'il allait gagner Le Mans. Toi, qu'est-ce qui se passe un peu pour toi après? C'est pas à ce moment-là que Jean-Pierre Nicolas te dit reste chez Peugeot, on va te payer entre guillemets à Oui. Ah, c'est bien entre guillemets à rien faire. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Donc, effectivement, Jean-Pierre, toujours mon bon Jean-Pierre, mon bon samaritain, me dit Eric, on va refaire Le Mans avec Peugeot, mais t'en parles pas, ça reste secret. Tu restes là, tu bouges pas, et tu vas venir un peu sur les circuits, là, tu vas t'habiller en Peugeot et tu feras un peu de relations publiques. Je te prête à Pescarolo, tu feras Le Mans avec Pescarolo, et puis bah, t'attends sagement que la 908 sorte. Alors là, je suis bien, hein. Encore une fois, là, je suis au top, surtout que Peugeot, à l'époque, sort aussi une 408 STW. Non, pas STW, c'était championnat du monde des voitures de tourisme. Et donc, Jean-Pierre Nicolas m'envoie faire des essais en Suède, etc., avec cette voiture. Personne n'est au courant. Et là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire les 24 heures du Mans et le WEC, ou est-ce que je vais faire le championnat du monde de voitures de tourisme? C'est un vrai problème de riche. Là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc bon, j'attends, je passe ma saison, je termine deuxième du Mans avec Loeb et Montagny. Donc, tu vois, je suis tranquille. Hein. Vraiment, je suis tranquille. Hein. Quand je dis ça, c'est que ça va mal se passer. Et donc, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Chez Peugeot, il nomme Serge Saulnier, qui m'appelle et qui me dit, Eric, j'ai rien pour toi. Donc, rebelote. Elle est drôle, celle-là. Donc, sur le moment, une nouvelle fois, je crois un canular, et je lui dis, tu te fous de moi? Il dit, non, écoute, je suis désolé, on a bien une place de pilote d'essai, mais voilà, quoi. Et donc, j'ai fait une saison pilote d'essai, comme on me l'avait dit. Alors, certes, bien payé, mais pilote d'essai. C'est-à-dire que j'avais le droit de faire de la ligne droite avec la 908. C'est tout. Donc, je faisais des lignes droites, un peu à Clermont-Ferrand, un peu ci, un peu ça. Ils avaient estimé que tu savais pas prendre de virage? Je vais te le dire. Et donc, j'ai fait une saison comme ça. Rien. Un jour, il y a Pedro Lamy qui se déchire le tendon d'Achille. Donc, je chope Saulnier. Je lui dis... j'espère quand même que tu vas me mettre dans la voiture, mais j'ai bien vu dans ses yeux que même là, il ne m'aurait pas mis dans l'auto. Donc, je les ai envoyés se faire voir à la fin de l'année. Et je suis parti à nouveau sans rien. Alors que franchement, je m'y attendais pas. Encore une fois. Donc là, on est 2007-2008. Tu te retrouves sans rien. Tu sens un peu la fin de carrière arriver. Tu vois comment si tu... Ah là, je vois plus rien. Franchement... Et puis, je me dis, quand même que je continue, c'est mon métier, qu'est-ce que je vais faire? Et j'appelle Jean Todt. Jean Todt, que j'ai du mal à joindre parce que Jean, il a changé de portable, j'ai plus ses coordonnées. Et finalement, j'arrive à le joindre par l'intermédiaire de sa secrétaire de toujours, Caroline Lancry, qui me donne ses coordonnées. Et bonjour, monsieur Jean Todt, je viens de me faire virer de chez Peugeot, j'ai rien, je comprends pas, je sais pas quoi faire. Et 10 jours après, je suis dans l'avion et je pars habiter à Houston, Texas. Et je pilote pour Ferrari Rizzi Competizione. Jean Todt m'a imposé là-bas et j'ai fait une saison aux États-Unis et génial. Donc là, tu roules sur quoi? F430? F430, ouais, championnat GT aux États-Unis. Quel souvenir, c'était cool? C'était trop cool. En plus, je pense qu'au fond de moi-même, je savais que ça allait s'arrêter bientôt. Donc, contrairement à d'habitude où tu arrives au dernier moment sur le circuit, tu repars tout de suite là. Moi, j'habitais à moitié à Houston, à moitié à Miami, à moitié à New York. Je me faisais des trips, j'étais voir toutes les belles tours à New York. Je suis allé aux chutes du Niagara. Enfin bon, c'était cool, quoi. C'était vraiment bien. Donc tu fais un an là-bas? Je fais un an là-bas et puis je rentre parce que je me sens pas chez moi, parce que mon coéquipier de l'époque, au début, j'ai eu un Suédois, Nick Johnson, que j'ai carrément explosé. Le pauvre, il touchait pas terre. Et on a fait quelques podiums, mais on n'était pas suffisamment bon. Et après, là, il m'a envoyé un killer et il m'a envoyé Jean-Maria Bruni. Je sais pas si tu connais. Non, c'est bien sûr. Jean-Maria Bruni, franchement, c'était un Italien, pilote d'essai chez Ferrari. Il roulait dans la 430 toute la journée. Et là, c'est lui qui m'a pulvérisé parce que franchement, déjà, il pilotait mieux que moi la Ferrari. Il était jeune, il était en début de carrière. Et puis surtout, les circuits aux États-Unis, je peux te dire que de rouler à 250 entre les murs, c'est pas évident. Parce que ces voitures-là, en fait, ça se pilote grâce au fusible qui pilote l'antipatinage. C'est-à-dire que
un virage qui passe pas à fond, tu rentres dedans à fond, et l'électronique finalement fait en sorte que ça coupe le moteur juste ce qu'il faut pour t'emmener jusqu'à la sortie du virage sans taper le mur. Ça, moi, j'ai jamais réussi à faire confiance à ce satané fusible suffisamment pour rester à fond. Mais c'était les prémices finalement du pilotage des jeunes d'aujourd'hui qui ont beaucoup d'assistance et qui se posent même pas la question de savoir s'il faut rétrograder, s'il faut freiner fort ou pas, parce qu'il y a l'ABS, parce qu'il y a l'antipatinage, parce qu'il y a tout ça. Ouais, le choc un peu des générations, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc là, tu rentres après cette année, on va dire, d'expatriation. Oui. Et il y a aussi la famille, j'imagine, t'es tout seul. Bah, voilà, ma femme était à Noisy-sur-École et moi j'étais à Miami, même si je l'appelais souvent et que je lui envoyais des photos, pas génial quoi. Et donc là, tu fais quoi en rentrant de cette expérience? Donc après cet épisode des États-Unis, je rentre en Europe, parce que c'est pas simple d'être marié en Europe et d'habiter aux États-Unis. Et puis malheureusement, j'habite à Noisy-sur-École à l'époque, et mon voisin qui était Philippe Bugalski se tue en élaguant ses arbres, il tombe d'une nacelle, et Guy Fréclin me propose de le remplacer chez Citroën Sport. Et donc effectivement, je me retrouve à faire des essais pour Citroën Sport, et donc pour Sébastien Loeb, et je roule dans ces voitures. Alors, on n'en a pas parlé, mais avant, j'étais pilote d'essai Peugeot Sport pendant 5-6 ans. Donc, je roulais dans toutes les 206 WRC et les 307 WRC 2-3 jours par semaine. Donc, je connaissais le rallye, je connaissais les essais, mais j'avais jamais fait de rallye. Et donc, je roule dans la C4 de Loeb régulièrement, mais c'est pas vraiment mon truc. C'est rigolo parce que je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais quand tu dis pilote d'essai, je pense aussi à l'anecdote que tu m'as racontée sur la fois où tu as roulé justement au Vainqueur du Mans avec Loeb, où tu m'expliquais que Loeb étant vraiment une méga star, tu t'étais un peu servi de justement cette autorité déjà pour le mettre à l'abri lui. Alors voilà, on arrive sur le circuit, j'avais ma voiture perso, et Seb, quand il arrivait au Mans, c'était à chaque fois, comment dire, un phénomène, et on avait du mal à rentrer avec la voiture. Et là, surtout, j'avais du mal dans la mesure où j'avais pas le pass pour rentrer, donc Seb, il était caché derrière, comme d'habitude, et j'arrive à l'entrée, et le vigile me dit, monsieur, vous avez votre pass? Je lui dis, non, j'ai pas mon pass. Par contre, regardez derrière, je suis le chauffeur de monsieur Sébastien Loeb. Et le type, il regarde dans la voiture, et évidemment, on est rentré tranquillement. Donc, j'étais chauffeur de Sébastien Loeb aux 24 heures du Mans. C'est quand même quelque chose, c'est un titre que beaucoup de gens voudraient avoir. Alors que t'étais coéquipier. J'étais son coéquipier, j'étais pilote numéro 1 sur la voiture, mais il était quand même plus connu que moi. Et donc là, tu te retrouves donc chez Citroën, pilote d'essai. Ça dure combien de temps cette période? Ça dure 1 an parce qu'après, il cherchait vraiment un vrai pilote d'essai rallye, parce que c'est quand même très différent de rouler sur la glace, de rouler dans la terre, sur l'asphalte, tout en glisse, etc. Je sais le faire, mais c'est pas mon truc de prédilection. T'as piloté aussi en GT à ce moment-là, si je me souviens bien. Oui, j'ai roulé en GT sur une Gallardo avec un superbe gentleman driver, Georges Cabane. Là. On a fait une saison, on s'est bien amusé, on a fait des podiums. C'était sympa, mais le côté pro-am me séduisait pas trop. Les écarts de niveau, je peux dire. Les écarts de niveau, tu te déchires dans la voiture, tu essaies de bien la placer, et puis ton coéquipier, mais il est très bon, c'est un gentleman, mais c'est lui finalement qui fait la différence de classement, c'est pas le pro. Tous les pros, on roule pratiquement dans la même seconde, et puis après, entre les amateurs, des fois, il y a 2, 3, 4 secondes, donc ça m'a pas trop séduit. Est-ce que tu as l'impression de plus trop être maître de ton destin sur le... T'es maître de rien, tu pilotes avec une autre personne, et c'est lui qui fait le résultat. Et à ce moment-là, donc, cette période s'arrête un peu. C'est là où tu arrives sur cette fameuse compétition. D'ailleurs, il y a une très belle coupe qui est immense en face. La course Racecar. C'est quoi ça? Parce que le nom Racecar, j'ai l'impression que ça sort d'un jeu vidéo, quoi. Racecar, c'est comme ça fait penser très fortement à NASCAR. Ouais. Donc les voitures américaines énormes qui roulent sur les ovales aux États-Unis. Donc j'étais invité par la famille Galpin qui a créé ce championnat à faire une course au Vigan. Et donc j'ai piloté cette voiture, ça m'a vraiment plu. Et en plus j'ai gagné devant un certain François Delecourt. Et donc je me suis dit, finalement c'est sympa. Et donc je me suis dit, bon de toute façon pour moi les carottes sont pratiquement cuites, je vais arrêter de piloter. Je voyais déjà ma reconversion. Et je me dis, allez, j'aimerais bien quand même terminer sur un titre de champion.
Et première année, je suis en tête du championnat à la dernière course. Et puis là, on me rentre dedans et donc j'abandonne sans être champion. Donc je suis obligé de repiquer une deuxième année, à l'issue de laquelle je suis champion. Et là, je fais une conférence de presse où, évidemment, papa est là, maman est là, mes enfants, et j'annonce que j'arrête de piloter de manière professionnelle, que c'était génial et que je regrette rien et que malheureusement, c'est fini. Et entre-temps, tu avais réussi à avoir la chance de faire justement une course de NASCAR, parce que je crois que le champion avait l'opportunité de partir faire une course. Alors voilà, le champion avait l'opportunité de faire une course. Ça s'est pas très bien déroulé parce que c'était sur un grand ovale. Ouais. Et il faut quand même un peu faire des essais pour appréhender ce genre de tracé qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Hein. Parce qu'en fait, il ne faut pas freiner. C'est tout sur la dérive du pneu et sur le lever de frein, le lever d'accélérateur. Et malheureusement, pendant les essais libres, on est tombé en panne. J'ai pas pu faire plus de 2 tours d'affilée. Et les qualifs sont arrivés très vite, sauf que j'avais pratiquement pas roulé. Et la qualif, c'est tu as chaque voiture devant les stands, tu montes dans ta voiture, et à un moment donné, tu pars, tu fais un tour de chauffe, un tour qualif, et tu rentres. Et il m'a manqué quelques dixièmes pour être qualifié pour la course. Donc, t'as fait le voyage, mais tu n'as pas pu faire la course. J'ai fait le voyage, j'ai apprécié les États-Unis encore une fois, mais j'ai pas fait la course. T'annonces donc la fin de ta carrière durant cette conférence de presse, et c'est à ce moment-là aussi que tu annonces que tu vas reprendre une écurie. Oui, c'est un peu, enfin c'est surtout pour l'écurie que je décide d'annoncer ma retraite avec évidemment la demande de mon associé, parce que c'est vrai que c'était pas évident de faire les deux. Donc j'ai dit j'annonce ma retraite, je reprends une écurie de course de véhicules historiques, mais surtout axés vers les américaines. Et c'est là où je vois vraiment le tunnel noir. C'est-à-dire que du côté flamboyant que j'ai toujours connu dans la course, savoir les paillettes, les bonnes choses, les belles voitures et les bons résultats, je me retrouve dans une écurie qui ne m'attendait pas du tout, avec des gens que j'apprécie pas forcément, qui ne m'apprécient pas non plus. Moi, je suis pas un vrai chef d'entreprise. Il n'y a rien qui va. J'ai des problèmes de trésorerie dès le premier jour pratiquement. Et pendant 4 ans, je vais souffrir terriblement à aller tous les matins dans un endroit où je déteste aller. Pour finalement me retrouver en liquidation, en redressement, en emmerdement maxi, et me dire, ouf, enfin c'est fini. J'ai l'impression qu'en fait, ce nouveau challenge qui te tombe un peu dessus, il était un peu morné dès le début, quoi. Il était clairement morné, mais bon, faut dire à l'époque que mon associé, pour lui, tout allait bien, et il voulait investir énormément, faire une vraie écurie, etc. Et je pense que juste quand je suis arrivé, ça commençait à mal tourner pour lui. Et d'investir, il a continué à investir, mais tout doucement. Et puis finalement, ça s'est arrêté. Mais j'ai appris énormément de choses. Franchement, j'ai jamais travaillé. Là, je me suis retrouvé dans des difficultés terribles, à être obligé de gérer du personnel, des ennuis, les huissiers, les avocats, les machins. T'apprends vite. Tu découvres aussi peut-être que c'est pas la vie que tu aimes, c'est-à-dire manager des gens, clairement. Faire finalement n'avoir que toi à assumer, quoi. J'ai déjà du mal avec moi, donc ça me suffit. Et l'endroit où on se trouve aujourd'hui, c'est chez moi. C'est mon atelier. Atelier, hein, j'ai pas dit garage, hein, c'est mon atelier. Tu fais bien de le dire. Ça s'appelle Elari Racing. J'ai quelques clients privilégiés. Je fais leur voiture avec amour. Je compte pas mes heures. Les voitures fonctionnent bien, mais je suis tout seul. Tu cherches pas à développer, tu cherches pas à faire de la pub. L'endroit, tu peux pas savoir où c'est s'il y a aucune signalisation. Il y a rien. C'est vraiment une petite activité, quoi. C'est une petite activité. J'ai 200 mètres carrés et je suis tout seul et j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de belles voitures et ça me va très bien comme ça. À côté de ça, on n'en a pas trop parlé, mais tu as fait de la télé aussi. Que ça soit, si tu as parlé d'Eurosport, mais tu as fait aussi des essais sur Automoto. Donc à l'époque, c'était Denis Brognard qui animait. Denis, oui. En fait, un technicien m'appelle un jour en me disant « Eric, on a une défection, je crois que Anthony Beltoise peut pas venir. Est-ce que tu peux venir faire un essai pour Automoto ?» Bon, je dis « Écoute, pourquoi pas ?» Donc rendez-vous à Dreux. Et c'était pour simplifier, c'était un three-wheelers. Donc three-wheelers, 3 roues, 2 roues devant, un moteur de Harley-Davidson, il me semble. Je crois que c'est un modèle qu'ils font depuis presque les années 40. C'est exactement ultra rudimentaire. Voilà. C'est Morgan, quoi, qui fait ça. Morgan, donc, et puis une roue de moto à l'arrière. Et puis, il me semble qu'on avait fait un premier épisode d'Automoto où je leur avais fait des drifts. Et ils avaient trouvé ça très, très bien.
Et donc, il m'avait demandé, avec le three-wheeler, de faire à nouveau des drifts. Donc, pas de problème, moi, des drifts, j'en fais avec n'importe quoi. Et je me là en drift avec le three-wheeler, sauf que le three-wheeler, ça fait pas de drift. Et donc, je me suis retrouvé sur le toit, donc la voiture à l'envers, coincée en dessous, avec la mauvaise impression que l'essence qui coule, elle va prendre feu et que je vais me retrouver brûlé dans la voiture. Donc ça, c'était mon automoto numéro 2. Alors, je me suis dit qu'évidemment, ça allait s'arrêter, puis non, j'en ai fait une dizaine d'autres après. J'aurais bien aimé voir le bêtisier quand même sur cet épisode-là. Parce que déjà, tu t'es blessé, c'est cool. Je me suis pas blessé, mais j'ai eu très peur. Je sais qu'ils ont les images, puisqu'ils m'ont dit que je hurlais sous la voiture, que j'allais prendre feu et qu'il fallait que je me... Et donc, mais ça a été caché. T'as d'autres souvenirs en télé comme ça qui sont un peu rigolos? Des souvenirs... Oui, 24 heures du Mans dans la Pescarolo, je suis... Alors, faut savoir qu'au 24 heures du Mans, quand tu arrives dans les S-Porsche, tu as un écran géant. Et dans la Pescarolo, on avait une caméra embarquée en direct. Et en fait, je me voyais à chaque fois passer devant l'écran géant en train de piloter. Et évidemment, au bout d'un moment, j'ai fait coucou. Et je me voyais en train de faire coucou sur l'écran géant. Ça, c'est une première anecdote. Et la deuxième, c'est que peu de temps après, l'antenne relais qui était collée dans la voiture s'est décollée. Il y avait du velcro, je crois. Et elle est partie dans le pédalier. Et c'était quand même une boîte comme ça. Et en fait, j'avais peur que ça se coince derrière la pédale de frein et que ça me fasse sortir de la route. Donc, à un moment, à 300 et quelques, je me suis détaché. J'ai été chercher le boîtier dans les pédales et je l'ai lancé en pleine vitesse. Mais sur le moment, j'ai pas réfléchi. Et après, je me suis dit, mais imagine s'il y a quelqu'un qui est là, j'aurais pu tuer un mec avec cette antenne. À plus de 300, tu t'es détaché. Ah bah, t'as pas le choix. Chaud, donc tu voyais rien. Ouais, enfin, tu restes pas 2-3 secondes. Ouais, j'imagine, tu étais faire du tourisme. Ouais. Le Mans, t'as pas le choix. Le Mans, tu montes dans la voiture, on t'installe, il peut se passer n'importe quoi, tu ne rentres pas au stand. Sauf si tu crèves ou si tu as un accrochage, il peut se passer n'importe quoi, tu continues ton relais. C'est comme ça. On a fait un peu ta thérapie automobile ou exact. Ta thérapie sport auto, enfin j'en sais rien comment on peut l'appeler. Non mais c'est sympa, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est impressionnant ton parcours, parce qu'on... Enfin je dis on parce qu'il y a Vincent qui est derrière les caméras, mais on a fait quand même beaucoup des épisodes. Donc on a quand même une bonne idée, je pense, maintenant un peu des différents styles de profil. Tu vois, tu peux catégoriser un peu des styles de personnalité, des styles de profil. Et tout, c'est vrai que des hauts et des bas, t'en as vécu quand même pas mal. Ouais. Ah ouais, mais c'est en le racontant. Ouais. Parce que moi, ma vie, c'est ma vie, donc je la connais, je regarde pas trop dans le rétro. Mais c'est vrai qu'en le racontant tout ça, je me dis, ah oui, quand même. Ah, j'ai rencontré une bonne bande de salopards de temps en temps, quand même. Et puis, des fois, j'ai pas eu de chance. Et puis, malgré tout, il y a plein de copains avec qui je roulais en karting qui n'ont jamais piloté une voiture de course. Donc, je me dis quand même, pas mal. Pas mal. Un peu comme ça, mais pas mal. En tout cas, un grand merci, Eric, pour l'accueil et pour toutes ces histoires que tu nous as partagées. Yann, c'était un vrai plaisir. Merci, vous êtes super pro, bien organisé, beaucoup de matériel. Et puis, je pense qu'on a aussi découvert quelques personnes que vous aimeriez faire dans le futur. Donc, on va les appeler dans pas longtemps. Ça restera suspense, ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci, Yann. À bientôt. À bientôt.